etc. Dans le nord, nous finançons la réhabilitation et l'entretien des routes nationales 31, excusez-moi ma prononciation, entre Anchohi et Béalana, et la route nationale 6. À l'ouest, des portions de la RN4 et le port de Majanga. À l'est, la RN44, des portions de la RN2, de la RN5 et au sud, nous finançons la construction de la RN10 qui va relier Ambovombe et Andranevori. Nous finançons aussi la RN7 et la RN12A. Donc c'est beaucoup de ressources. Je pense que les routes, c'est le plus gros volume de notre portefeuille. Bien sûr, ça prend du temps de faire une route, mais on garde espoir que lorsque tous ces investissements auront été délivrés, on va avoir une situation meilleure, beaucoup meilleure que maintenant, mais il faut continuer et l'entretenir notamment avec le fonds routier, avec qui nous sommes en discussion avec le gouvernement pour le booster encore davantage. Dans le secteur de l'énergie, en plus de soutenir les réformes pour améliorer la gouvernance et la viabilité financière de la GIRAMA, nous appuyons le renforcement du réseau de transport et de distribution de la GIRAMA, c'est-à-dire les fils, les poteaux, le transport, etc., pour que l'énergie puisse accéder aux populations avec moins de pertes. Nous finançons aussi la réhabilitation des systèmes électriques pour, encore une fois, limiter les coupures d'électricité, l'introduction du SCADA, un système de gestion intelligent permettant un contrôle efficace des flux électriques. Nous accompagnons également le secteur privé dans le déploiement de mini-réseaux pour les petites entreprises et les populations isolées. Améliorer la productivité du secteur privé, comme je l'ai dit tantôt, nécessite un environnement des affaires favorable, mais aussi des conditions optimales pour travailler et acheminer les produits. Je ne reviens plus sur mes 2 points principaux. Dans ces domaines stratégiques, la Banque mondiale reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement, du secteur privé et avant tout du peuple malgache. Même si nous discutons tous les jours avec le gouvernement, avec les fonctionnaires, avec les directeurs, notre client principal, la cible principale, c'est la population. Toute dépense que nous faisons, nous devons nous demander qu'est-ce que ça rapporte à la population malgache, surtout les plus démunis en fin de compte. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne session. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous pour ce discours. À présent, nous invitons M. Marco Hernandez, qui est le Practice Manager de la Banque mondiale, politique économique pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique. Il va s'exprimer en anglais. Et d'ailleurs, il y a des casques, vous pouvez demander derrière, mais notre interprète Angelo va également interpréter son discours en français. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je m'excuse que je ne parle français, mais je suis ravi d'être ici pour discuter du rapport économique de Madagascar. Ladies and gentlemen, it is an honor to be here to launch the Madagascar Economic Update. As Dio was mentioning, my name is Marco Hernandez, and I'm the manager for the economic policy team that is covering Eastern and Southern Africa at the World Bank. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous accueillir pour le lancement des notes de conjoncture économique de Madagascar. Je m'appelle Marco Hernandez et je suis le responsable de l'équipe économique couvrant l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à la Banque mondiale. Ladies and gentlemen, as Atu has already mentioned, we are expecting that the economy of Madagascar will continue to recover. In 2024, we estimate that growth is going to be 4.2%, and that growth is going to pick up to 4.7% in 2025.
But we also know that the population is growing fast. So just to put this into perspective, that means that 4.7% would only translate to about 2% of economic growth. Now, if we look over a longer period of time, that means that if Madagascar is going to achieve the same level of income as a middle-income country such as Senegal, it would reach that level of income in about 50 years from now. But if Madagascar would increase its growth rate and double it, it can actually achieve that level of growth 20 years sooner. Comme M. Atousek l'a déjà mentionné, l'économie malgache est en train de se redresser. Nous estimons que l'économie va progresser de 4,2% en 2024 et pour 2025, nous prévoyons une croissance d'environ 4,7%. Cependant, la population augmente rapidement. Cela signifie que la croissance par habitant n'est que de 2%, ce qui n'est pas suffisant pour améliorer le niveau de vie. Pour vous donner un ordre d'idée, au rythme actuel de la croissance, il faudrait plus de 50 ans à Madagascar pour atteindre le niveau de revenu par habitant d'un pays à revenu intermédiaire comme le Sénégal. Mais si cette croissance par habitant pouvait doubler, ce niveau de revenu serait atteint en 20 ans. Now, we care about growth because growth is necessary to create jobs and to reduce poverty. And this is critical for Madagascar because there are more than 500,000 young people that are entering the labor market every year. Nous nous intéressons à la croissance parce que nous en avons besoin pour créer des emplois et réduire la pauvreté. Et c'est essentiel pour Madagascar parce que chaque année, environ 500 000 jeunes pénètrent le marché du travail. As we know, the global economy is undergoing a period of very high uncertainty, ranging from trade tensions to geopolitical risks. And in addition to that, Madagascar also faces climate shocks, whether there are droughts or cyclones. So those living in poverty are actually the most affected. Comme nous le savons tous, l'économie mondiale traverse une période de très grande incertitude. Les tensions commerciales et les conflits géopolitiques sont susceptibles de toucher l'activité économique. En outre, en raison du changement climatique, Madagascar est confronté à des risques accrus de cyclones et de sécheresse, et les personnes vivant dans la pauvreté sont les plus touchées. Because of this challenging environment, the only option for Madagascar is to be more efficient and more resilient. Dans un environnement mondial aussi difficile, Madagascar doit s'efforcer d'être plus efficace et plus résilient. An important message of this report is on the need to boost the productivity of the economy. What we know is that in Madagascar, those firms that are more productive actually pay better salaries. So that means that we can get more and better jobs. But productive firms and also those that are not so productive are facing a series of challenges. As the two already mentioned, this could range from issues related to the electricity supply or to barriers affecting competition. And it is therefore needed to boost productivity. Un message important dans ce rapport, c'est l'amélioration de la productivité de l'économie. Une économie plus productive créera des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, c'est-à-dire avec de meilleurs salaires. Et à Madagascar, les entreprises productives payent de meilleurs salaires. Mais plusieurs problèmes touchent la productivité des entreprises malgaches, tels que le manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, l'accès limité au financement et d'autres facteurs qui nuisent à la concurrence. This economic update highlights policy options to boost productivity. Et ces notes de conjoncture économique mettent en évidence les options de politique pour améliorer et stimuler la productivité. Our hope is that this report can stimulate the policy debate so that Madagascar can achieve faster, more inclusive and sustainable growth. Nous espérons que ce rapport va catalyser le débat politique sur la manière dont Madagascar pourra parvenir à une croissance plus rapide, plus inclusive et plus résiliente.
We look forward to hearing your thoughts and to having a productive discussion with all of you. And once again, thank you very much for coming. Nous sommes très impatients de connaître vos opinions et vos idées sur les conclusions pour engager une discussion productive. Et nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Hernandez, pour ce discours et merci également à Angelo pour la traduction. Pour terminer notre série de discours, nous invitons à présent Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur Ange Panwaran. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les directeurs généraux, monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, monsieur le directeur de la Banque mondiale en charge de l'économie de l'Afrique de l'Est et australe, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les présidents des groupements du secteur privé, mesdames et messieurs les représentants des organisations de société civile, honorables invités, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir que je me retrouve devant vous et à vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de présentation de la note économique de la Banque mondiale intitulée Madagascar Economic Update, Bridging the Productivity Divide. Avant de poursuivre, je tiens à vous transmettre les excuses de Madame le ministre de l'Économie et des Finances, qui avait prévu et qui a voulu être parmi nous durant cet événement, mais du fait d'empêchements de dernière minute, elle a été retenue par d'autres obligations et n'a pas pu être présente. D'emblée, nous adressons nos félicitations et nos vifs remerciements à l'équipe de la Banque mondiale pour la conduite des travaux ayant abouti à ce rapport et pour les éclairages et recommandations qu'il renferme. Le choix de la problématique centrale, comment combler le gap de productivité, est tout à fait en phase avec les priorités du gouvernement et marque ainsi la pertinence et l'utilité du document. Mesdames et messieurs, l'atteinte des objectifs prioritaires de la politique générale de l'État, à savoir la réduction de la pauvreté et l'amélioration du pouvoir d'achat, requiert un secteur privé dynamique, innovante et performante. Et dans le contexte actuel de marché globalisé, certes, mais menacé de fragmentation par les tensions géopolitiques, le premier atout des entreprises doit être la productivité. En effet, cette productivité est garante de la rentabilité et de la capacité des entreprises à créer de la valeur et à créer des emplois. Ainsi, il est de la responsabilité du gouvernement d'agir pour que l'environnement économique soit catalyseur d'investissement. Sur ce plan, nous avons considérablement avancé dans la simplification des procédures administratives, dans la digitalisation des services publics, dans le renforcement de la concurrence dans les secteurs clés et dans la construction et la rénovation des infrastructures nécessaires. Pour lever les barrières à la productivité et déverrouiller le plein potentiel de l'économie malagasy, le gouvernement reste pleinement engagé pour achever les réformes encore nécessaires et réaliser les investissements indispensables. Et sur ce plan, nous comptons sur l'implication de toutes les parties prenantes, dans également et aussi surtout
le secteur privé malagasy. Mais nous comptons aussi sur nos partenaires de développement, dont les appuis multiformes contribuent à renforcer l'efficacité et les impacts de nos actions. Dans cette optique, les programmes et projets appuyés par les partenaires techniques et financiers en général et financés par la Banque mondiale en particulier, à l'instar des projets appuyant le secteur du transport à travers la réhabilitation des réseaux d'infrastructures routières, de connectivité numérique et énergétique, tels que le projet TESIM, PACT, PCMCI, etc., représentant un montant de plus de 1,5 milliard de dollars, et l'appui au secteur privé, le projet PIC 3, d'un montant d'environ 128 millions de dollars, sont capitaux pour atteindre nos objectifs de croissance économique inclusive et durable. Les appuis des partenaires techniques et financiers en termes de renforcement de capacité et de production de connaissances sont également importants. En témoigne le rapport qui va nous être présenté aujourd'hui et qui peut être source d'éclairage et d'orientation à la fois pour l'État, mais aussi pour le secteur privé. Mesdames et messieurs, pour terminer, nous réitérons nos sincères remerciements à la Banque mondiale ainsi qu'à tous les partenaires de développement qui n'ont pas cessé d'apporter leur assistance tant technique que financière au gouvernement et appelons encore une fois au renforcement de vos appuis respectifs à la fois au gouvernement mais aussi aux entreprises du secteur privé. Nous remercions d'ailleurs le secteur privé malagasy, acteur principal et incontournable du développement de notre pays. Le gouvernement est engagé pour vous assurer un environnement propice aux investissements, à la création de valeur et à la multiplication des emplois. Nous vous savons engagés et responsables et nous comptons sur votre dynamisme pour qu'ensemble nous réussissions à atteindre nos objectifs communs. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire général, pour vos mots. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, à commencer par la présentation de la note de conjoncture économique, combler le gap de productivité, qui sera faite par les autrices du rapport, nos économistes principales, Shun Yan, Fanny Razafmanansou et notre spécialiste du développement du secteur privé, Priska Mamtin. Bonjour. Merci Dia et merci à tous, Marco et aussi Monsieur l'SG. Donc bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous voir. Je pense que je connais déjà certains d'entre vous. Je m'appelle Shunyan, je viens d'arriver, je viens de m'installer à Madagascar l'année dernière. Donc je commence à travailler avec certains d'entre vous et j'espère que je vais continuer à travailler avec tous les partis ici dans les futures années. Comme Atou a déjà évoqué, en fait, notre rapport, de la note de conjoncture économique a trois parties. Donc la première partie, toujours, c'est sur la tendance et aussi la perspective macroéconomique. Et la deuxième partie présentée par moi. Et après, on a une deuxième partie sur un sujet spécial, sur la productivité qui va être présentée par notre collègue Priska.
Et vers la fin, on va toujours conclure avec une set de recommandations, des options de politique à considérer, présentées par notre collègue Fanir. Il faut mentionner aussi qu'en fait, ce rapport était préparé par l'ensemble de l'équipe de la banque. Certains d'entre eux sont aussi ici aujourd'hui, donc un grand merci à vous à préparer cet excellent rapport. Donc, avant de commencer notre premier chapitre, on a 3 messages clés. Donc, comme vous voulez voir que le premier message, c'est l'économie a commencé à se redresser depuis l'année 2022. Donc, entre 2022 et 2024, en fait, la croissance reste considérablement bien. L'année dernière, la croissance est estimée à 4,2%. Tiré d'un côté par le secteur de services et de l'autre côté par l'investissement privé et après aussi la consommation privée. Donc on peut voir qu'en fait l'année dernière il y a des grandes réformes et aussi la libéralisation du secteur de communication et aussi le secteur de tourisme qui a contribué à cette croissance. Donc félicitations. En même temps, en fait, notre message et notre analyse montrent qu'en fait, si on veut vraiment réduire la pauvreté, on a peut-être quand même besoin plus d'efforts pour une croissance un peu plus élevée et beaucoup soutenable. Deuxièmement, ce qu'on a, notre statistique a montré, c'est que la pauvreté reste assez généralisée dans notre pays. Et troisièmement, plus important que pour lutter contre cette pauvreté et aussi les défis sociaux, en fait, on a besoin de recettes fiscales. Et l'insuffisance de des recettes fiscales, en fait, limite les services publics et aussi l'investissement public qu'on a vraiment tellement besoin pour fournir aux ménages, au niveau des ménages. Voilà. Ok, donc un peu plus de détails sur la croissance. La croissance, on a déjà expliqué qu'en fait la croissance est tirée par certains secteurs clés, notamment les secteurs de services et aussi par exemple la télécommunication, tourisme et aussi les secteurs liés avec tourisme, soit transport. Mais en fait, ce n'est pas les secteurs avec les plupart d'emplois. Donc, en fait, on peut dire que la croissance reste... il y a quand même des espaces d'améliorer la croissance. Et en fait, la croissance reste inégale pour profiter la plupart de la population. Si on regarde, comme Marco a déjà évoqué, avec la croissance de notre population, en fait, si on regarde la croissance de PIB par habitant, c'est un peu moins performant. Il reste 1,7% pour l'année dernière. Si on compare ce chiffre avec la moyenne des 10 dernières années, en fait, c'était déjà beaucoup mieux. La moyenne des 10 dernières années était à peu près, la croissance par habitant était à peu près 0,4%. Et maintenant, on est 1,7%. Donc, c'est une grande amélioration qu'on doit vraiment féliciter. Mais en même temps, il faut quand même mentionner qu'avec ce chiffre, ça va prendre vraiment très longtemps pour enlever notre économie à entrer dans le champ de l'économie avec les moyens de revenus.
Et en fait, si vous regardez le PIB par habitant en termes réels, ça a été diminué au court de temps, depuis 1960. Donc, en fait, le chemin reste très très long et on a beaucoup plus d'efforts pour faire accroître notre économie, notre croissance. Voilà. Donc, grâce à notre économiste sur la pauvreté, on veut aussi montrer les chiffres de pauvreté, que vous pouvez voir qu'entre 2012 et 2022, en fait, la pauvreté, le chiffre, le niveau de pauvreté a augmenté. Au niveau national, la pauvreté a augmenté par quasiment à peu près 50%. Et en fait, cette augmentation est même plus évidente dans les zones urbaines. Donc la pauvreté urbaine a à peu près quasiment doublé. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention. Comment on peut promouvoir une croissance plus élevée et aussi un peu plus égale qui profite de tout le monde. Voilà. Un peu plus sur au niveau des ménages, on voulait aussi vous montrer la tendance de l'inflation. En fait, l'inflation reste très très élevée en 2023. Et l'année dernière, ça a pesé considérablement par rapport à l'année dernière. Passant à peu près 10% en 2023 à peu près 7,6% l'année dernière. Néanmoins, comme on a montré, en fait, l'inflation à Madagascar a une tendance d'être toujours même un peu plus élevée que l'inflation globale. C'est-à-dire, et l'inflation, si on regarde la composition, en fait, une grande partie de l'inflation était tirée par les prix des premières nécessités. C'est-à-dire que en fait, l'inflation pèse beaucoup aux ménages et les ménages les pauvres dans la pauvreté. Donc c'est une pression additionnelle aux ménages qu'on doit faire un peu attention. Je vais voir. D'accord. Donc maintenant, on va passer dans la politique budgétaire. Comment combler avec tous les défis? On a besoin de ressources. Donc du coup, on regarde politique budgétaire. D'un côté gauche, c'est côté fiscal, côté recettes, et après, on regarde aussi côté dépenses. Donc au côté recettes, des bonnes nouvelles, c'est qu'en fait, Madagascar, l'année dernière, a atteint un chiffre à peu près record au niveau de recettes fiscales en pourcentage de PIB. On a atteint 10,8%, sachant que dans les décennies passées, ce chiffre est toujours au-dessous de 10%. En 2023, je pense que la performance est même un peu plus forte. Je pense que c'est 11, quelque chose. Donc, en fait, il y a une amélioration sur la mobilisation des ressources intérieures dans notre pays. Comme on aime toujours la comparaison avec les autres pays, avec la région, ce qu'on voulait quand même montrer, c'est que ce niveau de mobilisation des recettes est en fait un peu inférieur au seuil de 15% qu'on pense très important pour fournir suffisamment de services et l'investissement, selon plusieurs études. Et en fait, c'est plus inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, qui est plus que 18%. Donc, il y a quand même plus de champs à rattraper à ce côté pour qu'on puisse avoir assez de ressources de financer notre plan de développement, notre réforme. Voilà. Donc, après, côté dépenses, on peut voir que Madagascar dépense
aussi moins que la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Il y a deux côtés, il y a de bons côtés, l'avantage, mais il y a des soucis aussi. Donc le bon côté, c'est qu'en fait, notre pays a suivi toujours une politique budgétaire très très prudente. C'est-à-dire que en fait, on voulait contenir en fait le déficit fiscal. Pour qu'on puisse avoir une dette qui reste viable. Mais l'autre côté, c'est que pour contenir notre balance fiscale budgétaire, on a réduit le niveau de dépenses qui peut être un peu plus inférieur que le niveau nécessaire pour fournir les biens et les opportunités de notre pays. Si on regarde la prochaine slide, si on regarde un petit peu en détail sur la composition de dépenses, on n'a pas vraiment montré toutes les compositions qui va vraiment être un peu trop confusant. Mais en fait, l'idée globale, c'est qu'en fait, comme la dépense totale était pas très très élevée, du coup, en fait, la dépense courante reste assez élevée à la dépense de dépenses capitales. Et dans le dépense courante, ce qu'on peut voir que les subventions et transferts prend une grande partie de dépenses courantes. Je pense que l'année dernière, c'est plus que 4% de PIB. Et dedans, on peut voir qu'il y a une grande partie qui est allée dans le secteur énergie. Et donc, ici, on a mis une comparaison entre juste les transferts et les subventions pour la JIRAMA et les dépenses totales sociales, y compris l'éducation, santé, protection sociale, filet social, etc., etc. Et donc, c'est une comparaison, je pense, assez choquante. Et on doit... Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire un peu attention. Et il faut vraiment mentionner qu'en fait, en 2024, on a déjà réduit... notre gouvernement a déjà réduit les subventions et transferts à la JIRAMA. En 2022 et 2023, le transfert était beaucoup plus élevé. Donc, il y a déjà les améliorations et je pense que notre suggestion, notre recommandation modeste, c'est continuer cette tendance de réduire les subventions pour qu'on puisse créer un peu plus d'espace fiscal pour financer les dépenses nécessaires pour qui bénéficient plus de ménages. Bien sûr, certes, JIRAMA a peut-être besoin un peu d'argent pour se tourner, mais je pense que notre message clé, c'est qu'on a besoin beaucoup plus de réformes pour que on a aussi besoin de faire plus d'attention sur la qualité de dépenses, pour que ça vaut le coup, notre dépense. Chaque arrière doivent valoir leur coût. Voilà, donc ça c'est l'histoire de dépenses. Et après, on termine toujours avec un petit peu de notre analyse sur les perspectives. Donc, sur les perspectives qu'on a dit, il y a des moteurs de croissance l'année dernière très très fortes, très très performants dans les secteurs touristiques et aussi les touristes transport, et aussi secteur en global, secteur service. Donc, avec cette tendance et aussi avec les réformes continues dans les secteurs clés, par exemple énergie et aussi mines, on espère que la croissance va continuer à augmenter. Aujourd'hui, il reste 4,2%, mais je pense que demain, ça va augmenter à peu près de 5%, qui est à peu près de la croissance potentielle de notre pays. Et du coup, la croissance par PIB par habitant va augmenter aussi. Ça, c'est l'indicateur clé, on regarde, qui est l'indicateur pour vraiment améliorer le niveau de vie et pour que le pays puisse rattraper avec les autres pays, notre pays voisin.
En même temps, l'inflation va continuer à diminuer lentement. Et on voit qu'il y a peut-être une tendance d'augmentation de solde budgétaire, que peut-être on doit faire attention dans le futur. Le message clé, c'est qu'en fait, si on doit vraiment augmenter la croissance et en même temps contenir notre solde budgétaire et aussi les risques de dette, la croissance est le clé. Et la croissance par habitant est les clés des clés. C'est pour ça qu'en fait, on a préparé un deuxième chapitre qui va examiner en fait les défis, les challenges et aussi l'opportunité sur comment on peut accroître notre productivité. Donc, merci beaucoup et à toi, Prisca. Merci. Donc, comme il a été introduit tout à l'heure, la deuxième partie du rapport fait le point donc, sur les défis et les opportunités de la productivité des entreprises à Madagascar. Les points principaux soulevés ici se basent sur l'enquête auprès des entreprises effectuée par la Banque mondiale en collaboration avec l'INSTAT, mais il y a aussi des compléments d'informations qui proviennent d'autres sources de données, dans l'enquête Be Ready, qui a été récemment publiée également. Je ne vais pas revenir sur l'importance de parler de la productivité, mais les principaux messages que l'on a soulevés dans le rapport concernent le fait que les entreprises plus productives versent des salaires plus élevés que les entreprises moins productives, comme il a été énoncé précédemment. Et il y a des défis de la productivité qui concernent principalement l'accès au financement et les infrastructures, les deux mots que M. Atou a prononcés tout à l'heure. Et enfin, les entreprises dirigées par les femmes font face à plus de difficultés comparées donc à leurs homologues masculins, particulièrement en termes d'accès au financement. Ce qui a été constaté, c'est que la croissance économique par habitant a été limitée par une baisse importante de la productivité. Et la productivité du travail à Madagascar a diminué au cours des 2 dernières décennies, ce qui n'est pas forcément le cas pour les pays comparateurs. Par exemple, là on voit que la productivité des travailleurs en Tanzanie est presque 3 fois plus du niveau de productivité du travail pour Madagascar. Et de manière générale, il a été conclu que la productivité à Madagascar est la deuxième plus faible au monde. Donc là, c'est un peu technique, mais juste pour vous présenter qu'il y a 3 principaux moteurs de croissance de la productivité selon la théorie. Il y a d'une part le pilier de croissance de productivité entre les entreprises qui font référence donc à des facteurs hors de contrôle de l'entreprise, tels que la concurrence ou l'accès au financement. Il y a également des sources de croissance de productivité que l'on dit au sein de l'entreprise, c'est-à-dire des facteurs qui sont contrôlés par l'entreprise à l'intérieur de l'organisation. Et on parle notamment de l'innovation, de l'adoption technologique, mais aussi des capacités et pratiques organisationnelles. Et finalement, il y a la source de productivité, dite de sélection, qui fait donc référence au processus de l'entrée des entreprises à haut niveau de productivité et à la sortie de celles qui sont moins productives. Enfin, tout ça pour dire que pour augmenter et améliorer la productivité de manière générale, il est important d'améliorer les décisions managériales au sein des entreprises, lever les obstacles à la croissance de la productivité et renforcer les capacités des nouvelles entreprises entrantes. Ce que l'on constate
au sein des entreprises monégasques, dans l'enquête, c'est que les entreprises ont augmenté la part des travailleurs qualifiés. Toutefois, cela n'a pas encore été suffisant pour augmenter et améliorer la productivité. D'autre part, on voit que l'opportunité de formation est encore limitée, car seulement 10% des entreprises offrent des formations, et ce sont des entreprises généralement des grandes entreprises et des entreprises qui exportent, qui offrent ces formations, ce qui est très bas comparé à l'Afrique subsaharienne, où 27% des entreprises offrent des formations. Par ailleurs, il a été constaté que 30% des entreprises interrogées considèrent le manque de formation, le manque de main-d'œuvre qualifiée comme une contrainte majeure à leur croissance, contre 17% au niveau de l'Afrique subsaharienne. Concernant l'innovation, malgré des efforts et des investissements effectués pour innover, les dépenses en termes de recherche et développement pour les entreprises restent en moyenne inférieures à la moyenne régionale, ce qui limite en fait la capacité des entreprises à adopter des technologies. Cette lenteur a eu des impacts sur l'adoption de technologies à Madagascar. Et si l'on compare les résultats d'enquête de 2013 et de 2022, on constate une baisse du nombre d'entreprises qui ont leur propre site web, qui ont aussi des technologies sous licence étrangère, et aussi une baisse de la proportion d'entreprises qui disposent de certifications de qualité reconnues à l'international, ce qui limite leur capacité notamment à accéder au marché international, aux marchés internationaux, où la certification de qualité est quasiment exigée dans presque tous les marchés. Alors, lorsqu'il a été demandé aux entreprises leurs principales contraintes pour leur croissance, de manière générale, les entreprises interrogées de l'enquête de 2022 ont reporté plus de contraintes en fait par rapport à ces éléments-là, par rapport à ces facteurs-là, comparés aux résultats de l'enquête 2013. C'est-à-dire que 40% reportent encore l'aspect de corruption comme étant une contrainte majeure. Il y a l'aspect de l'électricité, il y a la fiscalité, et comme il a été dit tantôt, il y a aussi l'aspect de manque de main-d'œuvre. Donc, ce sont les 5 principales contraintes que les entreprises ont soulevées lorsqu'on les a demandées par rapport à leurs contraintes majeures. Toutefois, il faut quand même noter que l'enquête Be Ready a octroyé une note assez positive pour Madagascar en ce qui concerne donc la facilitation de l'enregistrement des entreprises, mais également la facilitation du paiement des impôts, ce qui a favorisé notamment la création d'un environnement propice pour la création d'entreprises. Et je pense que l'IDBM, qui s'y présente, pourrait donner plus d'exemples par rapport à cela tout à l'heure. Mais cependant, Madagascar obtient encore une note assez faible pour tout ce qui est service d'utilité publique, ce qui fait référence à la connexion à l'électricité et à l'eau, encore une fois. Il y a aussi l'aspect de concurrence sur le marché et aussi l'aspect de l'insolvabilité, le cadre réglementaire et la gouvernance par rapport à l'insolvabilité des entreprises. Ce qui a été également soulevé dans le rapport, c'est que les entreprises qui exportent sont plus productives que les entreprises qui n'exportent pas.
Donc, cela souligne vraiment l'importance de l'accès aux marchés internationaux pour stimuler la dynamique de la productivité. Toutefois, ce que l'on constate, c'est que ce n'est qu'un petit nombre d'entreprises malagasy qui exportent en ce moment, en partie à cause des contraintes qui ont été soulevées tout à l'heure. Et par exemple, les entreprises reportent qu'il leur faut en moyenne 19 jours pour traiter les procédures d'exportation au niveau de la douane, contre 11 jours pour la région de l'Afrique subsaharienne et contre une moyenne de 8 jours dans les pays comparables. Sur la question de genre, et une note positive que le rapport souhaite quand même mettre en lumière, c'est le fait que Madagascar obtient de bons résultats en ce qui concerne la gestion et la possession d'entreprises par les femmes. Si on regarde la comparaison, on voit qu'à Madagascar, 22% des entreprises sont détenues majoritairement par des femmes, comparé à 13% dans la région de l'Afrique subsaharienne. 37% des entreprises à Madagascar avaient une femme à la tête de l'entreprise, ou ont une femme à la tête d'entreprise lorsqu'elles ont été interrogées durant l'enquête qui s'était déroulée en 2022, comparé à une moyenne de 17% pour l'Afrique subsaharienne. Et ce qui a été constaté aussi, c'est que les femmes qui dirigent les entreprises ont tendance à aussi embaucher des femmes en tant que main-d'œuvre, mais aussi dans la place dirigeante. Mais comme il a été soulevé tout à l'heure, les entreprises dirigées par les femmes font face à de nombreuses contraintes, plus de contraintes que par rapport aux entreprises dirigées par les hommes, et notamment en matière d'accès au financement. Le graphique à droite, comme vous voulez, il y a la barre rouge qui représente la proportion des entreprises dirigées par les femmes et la barre bleue qui représente les entreprises dirigées par les hommes. Et on voit que 30% des entreprises dirigées par les femmes considèrent que l'accès au financement est un obstacle majeur, contre 17% pour leurs homologues masculins. Et 16% des entreprises dirigées par les femmes voient leur demande de prêt rejetée, contre 2% uniquement pour leurs homologues masculins. Donc, on a présenté l'aspect, la mise à jour économique, les défis et les opportunités en termes de productivité, mais on a aussi des propositions de réforme pour pouvoir adresser toutes ces contraintes. Je donne la parole à ma collègue Fanny pour en parler. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Fanny Razaf Manansour, je suis économiste à la Banque mondiale. Donc, je vais vous présenter quelques options de politique qu'on présente dans le rapport. Vous aurez l'ensemble des propositions dans le rapport principal. Je vais juste parler de quelques éléments ici. Donc, la mise en œuvre des options de politique que nous proposons ici vont permettre d'attirer plus d'investissements privés, améliorer la productivité des entreprises et ainsi créer des emplois et réduire la pauvreté. Donc, il y aura 2 slides. La première partie va porter sur la réforme visant une politique budgétaire favorable pour l'investissement privé et visant à améliorer et accélérer la performance de certains secteurs clés de l'économie. Et dans le deuxième slide, on va parler des réformes qui découlent de l'analyse de la productivité des entreprises qui a été présentée par Priska précédemment.
Donc, pour atteindre une politique budgétaire favorable à la croissance, l'État a besoin d'élargir son espace fiscal afin de pouvoir couvrir les dépenses essentielles. Donc, d'un côté, il s'agit de mobiliser plus de ressources et de l'autre côté, il s'agit d'améliorer l'efficience des dépenses publiques. Donc, je vais parler de l'élargissement de l'espace fiscal du côté recettes. Une des options que l'on propose, c'est l'amélioration de l'efficacité de la politique fiscale à travers la rationalisation des dépenses fiscales. En fait, à Madagascar, il y a une panoplie d'incitations fiscales qui visent d'un côté à inciter l'investissement privé, mais de l'autre côté aussi à appuyer la consommation donc avec des objectifs sociaux. Ces incitations fiscales représentent des pertes de ressources de l'État, de l'ordre estimé à un équivalent de 25% de recettes fiscales annuelles. Donc, quand on parle de rationalisation des dépenses fiscales, l'idée, en fait, c'est d'évaluer l'efficacité de ces incitations qui sont en place afin de ne retenir celles qui ont des impacts avérés. Je vais tout de suite passer sur les réformes structurelles. Donc, au cours des 24 derniers mois, l'État s'est engagé dans des réformes significatives dans les secteurs mentionnés ici. Mais comme il a été souligné dans les présentations précédentes, la fourniture d'un accès à l'électricité fiable est vraiment importante. Et ça passe d'un côté par l'amélioration de la performance de la JIRAMA, que ce soit côté opérationnel ou côté financier, mais de l'autre côté, l'État peut aussi appuyer les initiatives du secteur privé qui visent à combler les lacunes de JIRAMA à travers la génération d'électricité ou encore la transmission. On a aussi mentionné le secteur des télécommunications. Donc, la proposition, c'est de continuer les réformes qui sont déjà en cours pour promouvoir la concurrence dans le secteur. C'était fait, des étapes ont été achevées. On a vu les résultats par rapport à l'augmentation de la concurrence sur le marché et l'évolution des prix pour les utilisateurs. En plus de ça, on propose aussi de compléter la réforme par la mise en application du décret sur l'USST qui vient d'être adopté par le gouvernement. En fait, l'USST, c'est un système qui permet d'accéder aux services financiers à travers le réseau mobile uniquement. Donc, ça permet déjà aux populations éloignées de pouvoir accéder aux services financiers. Et pour cela, il faut le développement du secteur énergie et le développement du secteur télécommunications. Donc, avec une réforme, on atteint 3 secteurs en même temps. Et le dernier secteur qu'on mentionne, c'est le secteur minier. Et la proposition, c'est aussi de continuer les réformes qui ont été engagées par le gouvernement. Il y avait l'adoption du code minier qui était en suspens pendant très longtemps. Donc, on félicite le gouvernement pour le pas qui a été fait en avant. Il y a l'adoption des décrets d'application. La proposition, c'est vraiment d'aller en avant avec la mise en application de ces textes. Donc, je vais passer aux options par rapport à la productivité des entreprises. Alors, les propositions de réforme sont classées en 5 catégories qui est un peu structurée par rapport à la présentation précédente. Donc, il y a des réformes qui visent à appuyer l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché. Et entre autres, ça peut se faire soit par l'appui aux entreprises aux phases de démarrage ou vraiment par des mesures qui facilitent l'entrée des entreprises sur le marché. Deuxième objectif, c'est les réformes qui vont permettre d'améliorer les capacités des entreprises existantes. Donc, il y a des options, soit la mise en œuvre de programmes d'accélération.
on va écouter des exemples un peu plus tard, ou encore les programmes de formation. Il a été souligné en fait que les skills des travailleurs est important pour la productivité, alors qu'à Madagascar, la proportion d'entreprises qui déclarent offrir des formations est encore assez faible. Alors, un des points qui a aussi été mentionné, c'est l'accès au financement. Donc, les groupes de réforme suivantes visent à appuyer l'accès au financement. Et les politiques du gouvernement, dans ce sens, se focalisent sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale d'inclusion financière qui a été adoptée l'année dernière. Mais on a aussi repris ici la mise en œuvre du décret sur l'USST qui a vraiment un potentiel important pour l'accès au financement. Donc les questions infrastructures, on en a déjà parlé, on a besoin de routes et d'électricité de bonne qualité, au moins. Et enfin, il y a les réformes qui vont permettre d'améliorer l'environnement des entreprises. Et la proposition, c'est de réduire les formalités administratives à l'exportation, par exemple. Donc, il y a le portail d'exportation qui existe déjà, qui est une avancée très positive. Si tous les processus peuvent être digitalisés dans ce sens, ça va vraiment contribuer à réduire les délais qui étaient mentionnés par les entreprises pendant l'enquête. Donc, ma présentation s'arrête ici. Je tiens toutefois à souligner qu'un des objectifs de ce rapport, c'est de stimuler les discussions, les échanges sur le développement entre les différentes parties prenantes. On espère vraiment qu'après cette présentation, on aura aussi le plaisir d'entendre vos opinions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci infiniment pour cette présentation très fournie. Pendant qu'on se prépare pour le panel de discussion, on va réarranger un tout petit peu les chaises. Je sais que vous avez de nombreuses questions et commentaires sur toute la présentation. Gardez-les, s'il vous plaît. Après le panel, nous aurons l'occasion de poser nos questions, nos commentaires, nos opinions, comme l'a dit Fanny tout à l'heure. Nous aurons également l'occasion de réagir par rapport à ce que nos panélistes vont discuter tout à l'heure. Et c'est à cet instant que j'introduis Priska qui va modérer le panel de discussion axé sur les défis de la productivité à Madagascar. Merci, Dia. Donc, nos panélistes aujourd'hui sont composés de représentants du secteur public, mais aussi du secteur privé, et qui vont élaborer sur les thématiques du rapport, sur la thématique du rapport qui, dans le résumé, a été présenté tout à l'heure. Donc, je voudrais appeler M. Eng Razafmel, conseiller technique auprès du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Mme Josiel Rafid, directeur général de l'Economic Development Board of Madagascar, ou l'EDBM. J'appelle aussi M. Emmanuel Kotsoyanis, directeur général de Miracap. Et enfin, mais non des moindres, j'appelle Mme Mur Andjiatsain, directrice clientèle entreprise auprès de l'AFG Bank. Je tiens à réitérer mes remerciements à nos 4 panélistes pour leur disponibilité à discuter aujourd'hui et à réagir par rapport aux points soulevés dans le rapport qui vient d'être présenté. Donc, je voudrais m'adresser en premier lieu aux représentants du MIC, à M. Eng Razafmel. Cette étude a soulevé le fait que l'aspect de la concurrence reste encore un grand défi pour Madagascar. Pourriez-vous nous parler de la vision et de la stratégie du gouvernement pour assurer les conditions de concurrence équitable?
Je vous invite à prendre le micro qui est devant vous. Merci, Madame Priska, de m'avoir donné la parole. Avant toute chose, je tiens à adresser les excuses de Monsieur le ministre qui a vivement souhaité être présent à cette réunion, à cette restitution, mais étant en déplacement, donc il n'a pas pu joindre à temps cette restitution. Et d'ores et déjà aussi, les félicitations pour l'initiative et pour le rapport qui met en évidence donc de manière avec des chiffres, la situation actuelle au niveau de Madagascar. Tout de suite, donc, concernant votre question par rapport à la vision politique globale en termes de concurrence, je tiens à rappeler globalement donc, la vision du ministère de l'Industrie et du Commerce. Actuellement, c'est vraiment de pousser au développement de l'entrepreneuriat de manière générale à toutes les échelles. Comme vous l'avez souligné, il y a déjà donc des efforts à mettre en œuvre pour tout ce qui est entreprises et secteur privé déjà existant, mais surtout, essayer de rajeunir et de diversifier aussi les acteurs au sein du secteur privé, donc aux différents secteurs, mais aussi essayer de pousser davantage, c'est ce qu'on appelle souvent des startups, vraiment, ne plus dans un stade artisanal, mais vraiment aller de l'avant un peu plus dans un système un peu plus professionnel et d'envergure. Par rapport à cela, donc, bien évidemment, le ministère favorise énormément une libre concurrence, donc en mettant en place des structures, des réformes pour permettre à chacun de bien travailler sereinement et de manière avec une concurrence saine au sein de leurs activités. Je tiens à rappeler que Madagascar, par exemple, dispose d'un conseil concurrentiel et dernièrement, le mois de décembre dernier, les membres de ce conseil concurrentiel a été renouvelé. Ce conseil, pour rappel, le principal rôle, c'est de justement veiller à ce que la concurrence soit saine entre les entreprises, entre le secteur privé au niveau de Madagascar. Et une des priorités justement de ce conseil, c'est parce que ces derniers moments, on avait l'impression que le conseil était un peu en veille, même si ce n'était pas le cas. Donc une des priorités, c'est justement de booster, de communiquer mieux des activités de ce conseil pour justement que ce conseil puisse travailler sereinement et appliquer les différentes réformes que le ministère entend entreprendre par rapport à cet environnement de concurrence saine au sein des entreprises. Je ne sais pas si ça peut répondre un peu à vos questions. Merci, M. Eng. Je pense qu'on peut revenir là-dessus si dans l'assistance il y a des questions de clarification, mais par souci de temps, je vais tout de suite aborder la question suivante. Et je m'adresse ici à Lady BM, qui est en charge en fait de la promotion des investissements à Madagascar et qui va à l'encontre des investisseurs presque quotidiennement, que ce soit ici sur place ou dans les voyages de promotion des investissements. Donc, Madame Josiel, quels sont les éléments principaux que ces investisseurs vous demandent et comment est-ce que vous partagez ou remontez ces demandes et ces éléments-là avec les différentes autorités responsables concernées pour suivi, action, mais éventuellement aussi pour matérialisation des investissements et pour lever les contraintes qui sont peut-être soulevées par ces investisseurs-là. Merci beaucoup, Priska, pour la question et puis merci de nous avoir associés en tout cas à cet important échange et puis dans le cadre de la présentation de ce rapport. Et donc, permettez-moi, au nom de l'Agence nationale de promotion des investissements, quand même de saluer l'effort qui nous a été restitué aujourd'hui. Et je pense que ça mérite quand même beaucoup d'applaudissements pour ces efforts qui ont été présentés par la Banque mondiale aujourd'hui, ce qui démontre en tout cas les encouragements. Et parce que nous, en tant qu'agence de promotion des investissements, nous avons vraiment un rôle à jouer par rapport à ces défis encore qui nous attendent. Mais je pense un applaudissement, s'il vous plaît, pour nous encourager tous. Nous avons beaucoup de personnes du public aussi et du privé qui sont ici.
Et effectivement, cela aussi, très rapidement, conforte les chiffres que nous avons publiés hier en termes de flux d'investissement étrangers à Madagascar. Nous avons enregistré effectivement aussi une hausse, je dirais, en matière si on avait connu une baisse, en tout cas après le Covid, aujourd'hui il y a une tendance à la hausse en matière de flux d'investissement direct étranger. Pour vous partager quelques chiffres que nous avons rapprochés avec la Banque centrale, c'est que nous avons 468 millions de dollars d'investissement direct étranger en 2022 et on a une croissance à 519 millions de dollars en 2023. On est encore très loin du potentiel, mais on travaille sur les défis conjointement avec le secteur public et le secteur privé. Et donc, pour répondre à la question, effectivement, nous sommes principalement la porte d'entrée des investisseurs à Madagascar, pas seulement les IDE, mais aussi les investisseurs directs nationaux. Et donc, selon ces deux catégories, on va dire, d'investisseurs, généralement, en tout cas pour les IDE et pour les IDN, je dirais un point commun, c'est la stabilité politique d'abord. Donc ça, c'est très important en termes de critères de décision. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a passé à Madagascar le cycle des crises cycliques, puisqu'on a eu en 2023, comme nous le savons tous, une élection. On a passé l'élection parlementaire et aujourd'hui, on a fini également, bouclé les élections municipales. Et donc, pour l'année 2024, à titre illustratif, en matière d'IDE, on a reçu 120 entreprises étrangères qui ont fait la prospection à Madagascar. Donc, 28 délégations sont venues répertoriées à l'EDBM. Et généralement, donc, cette stabilité politique, pour vous dire, est très importante, certainement. Je parle sous contrôle de nombreux investisseurs, opérateurs et secteurs privés ici présents dans la salle. Ensuite, il y a effectivement la sécurité juridique des investissements, fondamentale également aussi. Donc, ce qui connote en tout cas l'importance pour l'administration, pour le gouvernement, de renforcer tout ce qui est cadre légal, mais aussi sur le mécanisme opérationnel, comment cela se traduit effectivement, pour ne parler que de la sécurité, on va dire, en matière foncière, par exemple, des investissements. Et après, il y a une troisième catégorie qui est liée à la compétitivité, à la productivité. Bien entendu, là, on va parler de tout ce qui est énergie, tout ce qui est infrastructure, comment on va désenclaver les zones productrices, le foncier, mais aussi souvent le bassin d'emploi. Donc, généralement, quand on va dans les régions de Madagascar, on est souvent, en tout cas, on a des remontées venant des investisseurs, pas seulement étrangers, mais surtout nationaux aussi en matière de disponibilité de compétences, on va dire, spécifiques ou alors vraiment de compétences et de bassins d'emploi dans les différentes régions suivant les différents secteurs d'activité qui ont un potentiel important dans ces régions-là. Ensuite, on a aussi tout ce qui est incitation, donc le cadre incitatif que l'on peut proposer à ces investissements pour qu'ils puissent, en tout cas à ces investisseurs, calculer leur comptabilité, affiner leur business plan. Donc, ce sont aussi des données qui sont importantes pour eux. Et également aussi, très important, je mettrai le cadre d'accompagnement et de facilitation. Donc, on sait tous que pour le secteur privé, c'est la réduction des coûts et délais. Tout à l'heure, on a parlé de la bureaucratie qui reste encore très lourde par rapport en tout cas, aux standards internationaux. Et ce sont en tout cas les principaux points sur lesquels nous devons travailler ensemble. Donc, nous, en tant que DBM, nous avons la responsabilité de coordonner les dialogues publics-privés à Madagascar. Et ces différents points-là sont adressés justement pour que l'on puisse aller maximiser, par exemple, tout ce qui est digitalisation, donc des services publics, qui va vraiment aider à cette compétitivité, appuyer cette productivité des opérateurs. Et puis, je rajouterai, je pense aussi, en particulier pour les investisseurs nationaux qui viennent nous voir, particulièrement les petites entreprises, sinon même les très petites entreprises, c'est vraiment souvent, mais presque à 99%, l'accès au financement vraiment est un fléau, un frein structurel dans le pays pour ces PME. Et aussi l'accès au marché.
Et bien entendu, nous avons aussi un point important qui est souvent soulevé, c'est vraiment l'accompagnement, encore une fois, la bureaucratie, vraiment la facilité, mais même la disponibilité des informations, des procédures d'exportation, des procédures de délivrance des différentes autorisations. Rien que c'est la disponibilité de ces data là aussi. C'est très important pour ces entreprises-là. Donc voilà quelques facteurs, en tout cas, qui sont décisifs, qui nous sont remontés et sur lesquels on travaille, encore une fois, conjointement avec l'ensemble de l'administration publique et le secteur privé. Merci. Merci beaucoup, Madame Josiel. Donc là, il a été soulevé l'appui aux entrepreneuriats, mais également les différents points d'attention que les investisseurs soulèvent lorsqu'ils vous approchent. Je me tourne maintenant vers M. Emmanuel Kotsoyanis, qui est le directeur général de Miracap. Vous qui êtes en constante interaction avec le secteur privé, de toute taille, de tous secteurs différents et de maturité différente, quel est votre ressenti par rapport aux résultats présentés tout à l'heure? Est-ce que cela reflète la réalité sur le terrain de votre perspective? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci et bravo à la Banque mondiale d'avoir donné cette thématique clé de la productivité des entreprises, de l'avoir mise au cœur de ce rapport de conjoncture et de perspective. Merci Prisca de m'avoir invité et de m'avoir donné un double mauvais rôle. Le premier, c'est d'être un des représentants de ce qui est identifié comme le premier obstacle, le financement des entreprises. Et le deuxième, c'est de faire un petit reality check du terrain et des formidables informations que vous avez remontées. Je voudrais commencer par répéter une évidence et puis donner un chiffre que je n'ai pas lu dans le rapport. L'évidence que vous avez tous répétée ici, c'est que notre problème, c'est l'extrême pauvreté qui ne cesse d'augmenter. Et le contraire de la pauvreté, c'est la richesse. Et la richesse, ce sont les entreprises qui les créent. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Donc, il n'y a pas de réduction de richesse, il n'y a pas de création de richesse, et il n'y a pas de réduction de la pauvreté sans des entreprises dynamiques, ambitieuses, puissantes, et libérées dans leurs contraintes. Donc, ça doit être un élément clé de la réflexion. Le deuxième, le chiffre que je n'ai pas vu dans le rapport et que je trouve important à mentionner ici, c'est le nombre d'emplois formels dans le pays et dans le secteur privé. Alors le chiffre aussi en fonction des cycles économiques qui sont particulièrement courts à Madagascar, on le sait tous. Mais globalement, on va prendre 500 000 à peu près. 500 000 emplois formels, c'est moins de 2% de la population du pays, c'est moins de 4% de la population en âge de travailler. Je pense que c'est le plus bas chiffre du monde. Et en fait, Monsieur le Président du GEM est dans la salle, 41% de ces emplois, j'étais sur votre site internet tout à l'heure qui est très bien fait, ils sont tenus par les entreprises du GEM, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié, ce sont des PME. Une fois qu'on a dit ça, on aura beau augmenter la productivité de toutes ces entreprises et leur permettre de multiplier leurs effectifs par 10, on n'aura jamais que 20 à 40% de la population du pays qui a un emploi formel et ça ne suffira pas pour réduire la pauvreté. Donc le sujet de l'augmentation de la productivité des entreprises, il est fondamental, mais je voudrais en mettre un autre sur la table, qui est le sujet de l'augmentation du nombre d'entreprises, qui me semble absolument fondamental, sans quoi on n'aura résolu qu'une toute petite partie de l'équation. Du côté de Miracap, on a deux activités. On a un fonds d'investissement, on finance en capital et en dette des entreprises formelles. On en finance une quinzaine aujourd'hui en tant qu'actionnaire. Et puis on gère des programmes d'appui au développement qui se servent des entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs sont la matière première pour produire du développement économique et social. Ce sont des programmes d'accélération, des programmes de financement, des programmes de formation. Les entrepreneurs qu'on accompagne emploient environ 3000 personnes dans le pays, dans 16 régions du pays, et contribuent à travers leurs activités à améliorer la vie de 300 000 personnes. Je voudrais d'abord dire que j'ai un biais. Donc sur le reality check, j'ai un biais. J'ai un biais qui est très fort, c'est que tous les entrepreneurs que je connais ont accès au financement, puisqu'en fait, par nature, on les finance. Donc le premier problème qui me vient en tête, c'est évidemment pas le financement. Ceci étant, je pense que quand on sonde les entrepreneurs, et certains dans la salle pourront faire l'exercice, et qu'on leur laisse finalement 5 heures ou 24 heures pour réfléchir à la question du principal obstacle
à leur développement, beaucoup vont répondre le financement, c'est évident. Mais si vous allez les voir dans leur entreprise, pendant la journée, ils ne vont pas vous dire ça. Ils vont vous dire deux choses, l'électricité et le manque de talents qualifiés et compétents pour opérer les jobs. Monsieur le Président du GEM, on confirme? Merci beaucoup. Et en fait, les inputs d'une entreprise, ce n'est pas les financements. C'est l'énergie et les hommes et les femmes. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Donc dans le reality check, je suis entièrement d'accord avec les points qui ont été mentionnés. J'inverserai l'ordre. Je voudrais d'abord parler du manque de talents qualifiés, formés pour opérer des jobs. Je ne rencontre pas une seule entreprise qui ne soit pas freinée dans son développement par la recherche d'un RAF, d'un directeur commercial, d'un directeur d'usine, d'une directrice des ventes, d'un contremaître, d'une magasinière, d'une DAF, etc. Pas une seule. En fait, c'est ça qui freine les entreprises. Et dans l'accès au financement, je dirais que finalement, l'accès au financement lui-même est freiné par le manque de compétences et le manque de talents formés pour permettre à ces entreprises d'accéder au financement. L'électricité, je ne vais pas revenir dessus, simplement dire que ce qui est vécu comme une contrainte par le secteur privé est également une formidable opportunité pour le secteur privé. Et là-dessus, on peut que appeler dans les réformes du secteur énergétique à impliquer davantage et à financer davantage le secteur privé pour qu'il soit la solution. Je voudrais ajouter deux points qui ont été mentionnés dans le rapport significativement, mais je voudrais insister dessus. Le premier point, c'est l'informel. En fait, comme je le disais tout à l'heure, vous avez 500 000 jobs dans le secteur formel et toutes les entreprises formelles que l'on connaît sont prises en étau entre, d'un côté, quelques grandes entreprises qui opèrent dans différents secteurs d'activité et qui concentrent les capitaux, les talents, la visibilité, l'accès au marché, et puis de l'autre côté, 90% de l'économie qui opère dans l'informel ou le quasi-informel. Et en fait, quand vous montez un restaurant, quand vous montez un salon de coiffure, quand vous montez une petite usine de transformation de produits agroalimentaires, votre principal problème, c'est l'informel qui est autour de vous, qui vous rend moins compétitif. Nous, on a des exemples dans le portefeuille. On a fait le calcul sur certaines entreprises informelles du portefeuille. Le coût de la formalisation, c'est à peu près 40%. À peu près. Si vous ajoutez la TVA, l'IRSA, la CNAPS, l'IR ou l'IS à la fin de la journée. Et en fait, quand votre voisin informel, il est beaucoup moins productif que vous, mais il ne paye pas ses 40%, en fait, il marche mieux que vous. Ça, c'est le premier problème, c'est l'informel. Et le deuxième, c'est quand même les marchés. Encore une fois, je ne vais pas du tout revenir sur les infras. Ça a été largement développé. On a deux types de marchés possibles, trois à la limite. Il y a le marché local, qui se sépare entre le marché régional et le marché national, et vous avez l'international. L'international, je vois quelques entrepreneurs formidables ici qui font de l'international, mais combien font de l'international? Très peu. Et sur le local, on a un problème, c'est le cercle vicieux de l'extrême pauvreté. Il y a très peu de consommateurs. Et quand vous montez une entreprise, vous avez très très peu de consommateurs. Nous, à Tana, quand on monte une entreprise qui produit des biens et services non essentiels, on estime qu'elle a à peu près 200 000 clients autour de Tana, et à peu près potentiels, à peu près 200 000 dans la région de Tana, et à peu près 400 000 dans le pays. Alors, c'est très différent quand on produit des biens et services extrêmement essentiels. Mais pour des choses qui ne sont pas essentielles, comme de la farine, par exemple, en fait, vous avez très peu de clients, et donc c'est très très difficile de développer une entreprise. Voilà pour les principaux messages que je voulais passer. Et puis sur le financement, bien sûr c'est un problème. Évidemment, on va pas le nier, mais je crois que c'est d'abord une résultante du reste. On a des banques commerciales qui sont dynamiques, on a des nouveaux acteurs sur le marché. Et peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure dans les solutions. On a aussi un intérêt croissant des acteurs du développement, des banques de développement, des organisations institutionnelles du développement pour le financement du secteur privé. Et je pense que ça, c'est une opportunité assez importante pour le secteur privé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Emmanuel Kotsoyanis. Et je rebondis sur cette conclusion, ce point de conclusion, pour transitionner vers Mme Muran Jiatsang, directrice clientèle entreprise de l'AFG Bank. Donc, maintes fois, on a soulevé l'accès au financement comme étant un défi. Dans le rapport, on a également mis en exergue que uniquement 8% des entreprises enquêtées ont déclaré avoir des lignes de crédit ou des prêts bancaires. Donc,
comment expliquez-vous le feedback du secteur privé et qui souligne encore ce défi-là, notamment d'accès au financement de sources bancaires? Bonjour à tous et à toutes. Et mes félicitations déjà pour la Banque mondiale de cette note de conjoncture économique Madagascar édition 2025. Et merci également à Madame Prisca d'avoir invité l'AFG Banque Madagascar. Donc, dans le contexte actuel économique, oui, malgré les liquidités excessives dans le secteur bancaire, beaucoup d'entreprises rencontrent encore des difficultés pour l'obtention de financement à Madagascar. Pourquoi? Au fait, généralement pour les grandes entreprises, c'est-à-dire les grandes structures, les grands groupes, il n'y a pas trop de soucis, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Tout d'abord, pour les très petites entreprises, eux, ils ont même peur d'approcher déjà les banques. Pour les PME, par contre, même pour fournir les documents requis pour une demande de crédit, eux, ils ont déjà du mal à fournir les documents. Par exemple, même pour monter un état financier, pour faire un business plan, pour faire un prévisionnel sur 12 mois. Alors, ce sont des documents de base qu'on demande déjà pour une demande de financement. Il y a aussi les conditions d'éligibilité. Bien sûr, toutes les banques vérifient déjà sur les centrales de risque de la Banque centrale. Donc, normalement, on ne devrait pas accompagner les entreprises déjà qui enregistrent déjà des impayés dans le central des risques. Et à part ça aussi, je rejoins le mot de DG de Meracap tout à l'heure, c'est la compétence. C'est-à-dire, c'est aussi la manque de formation adéquate et continue des entrepreneurs, c'est-à-dire l'incapacité managériale déjà à former déjà son équipe, c'est-à-dire son équipe financière. Ça aussi, c'est un des obstacles rencontrés par les PME pour avoir accédé au financement. Même déjà pour faire une évaluation financière de son projet d'investissement, il y a déjà des paramètres à voir, par exemple, c'est à combien le montant à investir, c'est la durée, il faut déjà déterminer la période des investissements, la période du projet des investissements et aussi les flux déjà générés par rapport au projet, la valeur résiduelle du projet après et le coût du capital. Donc tout ça, il faudrait quand même du formation pour être adéquat déjà à l'accès de financement. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, pour les grandes entreprises, ils se plaignent seulement sur les taux d'intérêt. Donc, ils pinaient sur les taux d'intérêt de crédit, mais surtout pour les PME qui se plaignent, parfois même pour fournir les documents. Merci beaucoup, Madame Muir, pour ces réponses détaillées. Je me retourne vers Monsieur Ingres Azafmé, le conseiller technique auprès du MIC. Autant le représentant du Meracap que la représentante de l'AFG ont parlé en fait d'une main-d'œuvre qualifiée, de talents qui manquent, de compétences qui n'est pas au rendez-vous. D'ailleurs, le rapport parle également de cette compétence et de ce manque de main-d'œuvre qualifiée. Quelle est la stratégie au niveau du ministère pour améliorer l'employabilité des citoyens? Merci. Notamment des femmes. Merci. Merci, Madame Prisca, pour cette question. Effectivement, je pense que c'est une grande évidence, surtout au niveau du secteur privé, cette manque cruel de personnes. C'est pas tellement soit les personnes qui manquent, mais vraiment les compétences adaptées aux différents contextes, surtout quand le contexte évolue énormément et que beaucoup de mises à jour qui doivent être effectuées ne sont pas présente. Je pense que c'est une question auquel nous devons tous travailler ensemble et contribuer ensemble dans la mesure où, à Madagascar, comme vous le savez, ce n'est pas les centres de formation divers qui manquent. Je pense qu'il y a, même dans un rayon de 2 km², si on parle de Tana, il y a toujours un centre de formation de ceci, de cela. Mais ce qui manque cruellement, ce sont les curricula, si je peux le dire ainsi,
octroyés par ces centres qui ne sont plus à jour par rapport à la demande et par rapport au contexte actuel que le secteur privé, que le secteur économique même requiert. Je ne parle même pas donc au niveau de l'éducation, mais surtout aussi au niveau de formation professionnalisante. Pour rappel, si vous vous souvenez bien, on a travaillé ensemble à un certain moment, justement à identifier quelles sont les améliorations à apporter au niveau des centres de formation par rapport aux entreprises de l'exportation à Madagascar, au secteur de l'agribusiness. Je pense que des initiatives de ce genre doivent être effectuées de manière assez récurrente dans la mesure où, quelque part, tous ces centres de formation aussi ne sont pas conscients des besoins et des nécessités du secteur privé. Il y a une espèce de cassure de discussion entre le secteur privé par rapport à ces centres de formation, mais bien évidemment par rapport au niveau je dirais, un peu programme de l'État par rapport à ces formations. Bien évidemment, encore une fois, il n'y a pas que le ministère de l'Industrie et du Commerce qui est en cause, mais il y a surtout aussi le ministère lié à tout ce qui est formation professionnelle et qui dispose de différents centres à travers Madagascar. Et je pense qu'il faut continuer davantage cette discussion, cet échange par rapport à ces manques de compétences qui sont parfois assez évidentes, mais qui sont parfois pas très évidentes aussi, dans la mesure où ces formations sont souvent, ces demandes sont souvent de manière assez spontanée, mais qui n'est pas dans la durée. Donc c'est assez difficile souvent de donner des formations à cycle court pour une période donnée, et il n'y a pas une certaine assurance de stabilité de l'emploi. Ça c'est un exemple typique, mais encore une fois, je pense que des discussions, des échanges assez récurrents, et surtout au niveau secteur clé, doivent être menés pour justement mettre en place assez rapidement déjà identifier les besoins, quel type de formation, quel type de compétences on a réellement besoin, et surtout aussi, grâce aux discussions avec le secteur privé, anticiper déjà au bout de 3 ans, pour 4 ans, quelles sont les compétences qui seront nécessaires. Je pense que là où on est un peu à jour, c'est au niveau de tout ce qui est secteur numérique, parce que justement, il y a énormément d'échanges et actuellement, il y a tellement de facilité de trouver ces échanges-là que les jeunes, même sans formation, ils apprennent au niveau de l'Internet sur ces compétences. Ce que je veux dire par là, donc, c'est que les jeunes, les Malgaches, ils ont les compétences intellectuelles à suivre ces formations, mais c'est justement quel type de formation nécessaire qui manque donc. Deuxièmement aussi, à part donc cet échange sur quels sont les curricula de formation nécessaires à faire, il est bien évidemment utile aussi d'accompagner ces démarches. Déjà, vous avez parlé tout à l'heure pour les femmes, bien évidemment, je pense qu'il faut développer davantage, accompagner davantage les femmes, que ce soit dans le monde rural, que ce soit dans les mondes urbains ou périurbains, à entrer davantage, assez rapidement au niveau du secteur de l'emploi. Donc, développer des curricula adaptés par rapport à ces femmes-là, et qui va permettre aussi donc d'ouvrir toutes différentes portes, parce que, si j'ai bien compris ce que disait ma collègue panéliste ici, c'est que si les financements manquent, c'est par rapport au fait que le dossier n'était pas bien présenté quelque part. Donc, il faut accompagner tous les acteurs dans ce sens-là. Bref, pour conclure, donc, il faut continuer davantage les réflexions, mais surtout identifier donc ces besoins en compétences et d'identifier les ressources nécessaires pour mettre en place donc des systèmes d'accompagnement, que ce soit des formations professionnalisantes à cycle court ou que ce soit des formations un peu plus continues donc pour être à jour par rapport à ce besoin. Voilà donc en grande ligne, si je peux me permettre. Merci. Beaucoup, Monsieur Eng.
On a présenté des défis dans le rapport, on a proposé des recommandations de politique publique. Le représentant du MIC également a proposé des pistes de solutions. Je me retourne vers Madame Josiel. Quels sont les chantiers prioritaires qui sont en cours de traitement au niveau de l'IDBM pour pallier à ces différentes contraintes? Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, au sein de l'IDBM, les sujets qui sont traités sont issus, en tout cas, des problématiques, on va dire, que rencontre le secteur privé d'une manière générale. Donc, il y a des chantiers structurels donc, qui vont sur le long terme, donc qui s'attaquent aux problématiques structurelles, mais il y a aussi des sujets très ponctuels. Maintenant, donc, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que, comme on l'a tous vu, il y a eu je dirais, une avancée en matière de climat des affaires d'une manière générale, à travers notamment le rapport qui nous a été présenté aujourd'hui, mais on a bien vu qu'il y a beaucoup de chantiers qui restent encore pour pouvoir, en tout cas, retenir cette croissance économique. Déjà, c'est un point important, mais surtout, accélérer cette croissance économique par davantage d'investissements privés et de création d'emplois. Alors, il y a les chantiers, comme j'ai dit, il y en a tout un chantier de sujets structurels, mais aussi de sujets ponctuels, on va dire, qui touchent vraiment le quotidien du secteur privé. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Pour nous, en tout cas, ce qui est important dans la coordination du public et du privé, ce qui est très important pour le gouvernement et pour le secteur privé, c'est de vraiment convenir sur les priorités du sujet à traiter ensemble. Et là-dessus, on a déjà une solution qui est présente, c'est que le 10 mars, donc, on aura la réunion du comité de pilotage du dialogue public-privé, et ce sera l'occasion, justement, de se partager, en tout cas, ce qui est vraiment, on traite les sujets qui font mal aujourd'hui le secteur privé. Est-ce qu'on est en adéquation par rapport aux besoins du secteur privé pour que ces investisseurs-là en tout cas, réinvestissent pour ceux qui investissent déjà à Madagascar. Et puis la problématique aussi d'attirer davantage d'investissements privés. Donc est-ce qu'on s'attaque aux vraies questions structurelles et est-ce qu'on s'attache aussi aux questions qui préoccupent le secteur privé? Et donc je pense que nous aurons certainement, nous tous ici présents, puisque le secteur privé ici, un certain nombre du secteur public est également présent. Nous serons fixés par rapport aux sujets qui seront traités après le 10 mars prochain. Et je préfère ne pas m'avancer, en tout cas, par rapport à ces sujets de préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Josiel, pour ces informations. Je reviens vers Mirakap. Selon vous, quelles sont les solutions prioritaires sur lesquelles on devrait se pencher pour pouvoir lever les contraintes, mais aussi stimuler la productivité des entreprises? Je ne vais pas parler de solutions macroéconomiques parce que ce n'est pas mon domaine. Je vais revenir quand même sur le sujet de l'informel et puis après je reviendrai sur du micro. Je pense que sur le sujet de l'informel, il faut prendre conscience qu'il y a besoin d'un choc massif de formalisation. Il pourrait se faire à travers un choc de simplification, un choc de confiance. Mais en fait, quand je disais tout à l'heure que les PME représentaient, finalement, les entreprises formelles représentent moins de 4% de la population en âge de travailler et les PME moins de 2%, en fait, vous avez beaucoup de PME informelles qui sont un vivier de création d'emplois et de création de valeur supérieure. Ces PME aujourd'hui, vous avez un cercle vicieux, c'est qu'elles ne se formalisent pas et donc elles ne progressent pas en productivité, elles ne participent pas à l'augmentation de l'assiette fiscale, mais en même temps elles pénalisent les autres. C'est-à-dire qu'elles sont la raison principale pour laquelle certaines entreprises formelles n'arrivent pas à se développer et à croître. Aujourd'hui, un choc qui viserait à formaliser de manière massive une partie de l'économie résoudrait quand même beaucoup le problème des PME. Je laisse aux personnes qui savent comment il faut le faire, mais ça c'est un sujet. Il peut être administratif, il peut être fiscal, quoi qu'il en soit. Sur
sur l'appui aux entreprises et pour lever leurs contraintes, vous avez parlé dans le rapport de Startup Act. J'aime cette expression. Je l'aime en ce sens que dans Startup, il y a l'idée de la création. Je l'aime un peu moins dans ce que représente le vocable de Startup, ce côté technologique, croissance à l'extrême, etc. En fait, il s'agit tout simplement de susciter la création de nouvelles et de jeunes entreprises. Ça devrait être une priorité parce que sinon, en nombre, on n'y arrivera pas. Je voudrais là-dessus faire le lien avec la problématique du financement. Quelle que soit leur bonne volonté, et alors je ne veux pas parler pour les banques, mais ça n'a jamais été nulle part dans le monde le rôle des banques que de financer les startups. Nulle part. Les startups, elles sont financées soit en fonds propres, soit par des investisseurs privés. Donc si on veut susciter de manière massive la création des nouvelles entreprises, vous avez deux outils, l'investissement privé et un qui existe dans les pays comme Madagascar, qui est la microfinance. Ça, c'est deux outils qui devraient être poussés pour permettre de développer de manière un peu plus massive la création d'entreprises. Donc l'investissement privé, donc réfléchir à la fiscalisation de l'investissement privé, permettre à des chefs d'entreprise qui ont réussi de financer d'autres entrepreneurs dans des conditions favorables, notamment fiscales. Ça serait un très bon sujet. Et je vois un ami là Rive, avec qui on élabore assez régulièrement sur ce sujet. Si les centaines de formidables entrepreneurs qu'on compte dans le pays pouvaient dédier ne serait-ce que 20% de leurs résultats dans des conditions favorables au financement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, ils le feraient, et croyez-moi, l'impact serait massif. Et par ailleurs, on résoudrait au passage ce sujet de la compétence entrepreneuriale, puisque ces jeunes entrepreneurs auraient des grandes sœurs et des grands frères. Sur la question de la compétence, Miracap, on a 70 personnes. Sur ces 70 personnes, on a 65 Bac plus 5. Et sur ces 65 Bac plus 5, on a la moitié de notre effectif qui vient d'une seule école à Madagascar, qui est une des deux écoles qui forment des managers en gestion et en finance, qui est l'INSCAE, qui fait un travail remarquable. Je pense que chaque année, on prend 4% de la promotion dans une toute petite PME. Chaque année, on recrute 8 à 10 sortants des filières. En fait, ça vous dit à peu près ce qui reste pour développer les entreprises du pays. Or, ces diplômés de grandes écoles, on en a besoin pour structurer et faire grandir les entreprises. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur les formations d'élite, de managers. Il faut impérativement les renforcer. Le deuxième sujet, Eng en a parlé, je le maîtrise un petit peu moins, c'est évidemment toutes les formations techniques qui sont indispensables pour développer les filières, notamment agricoles. Je voudrais finir, avant le financement. Alors, l'entrepreneuriat régional, ça paraît une évidence. Il faut aller dans les régions, il faut développer des hubs entrepreneuriaux régionaux, il faut réfléchir à la façon dont le financement se délocalise en région et dont l'accompagnement se délocalise en région, puisque c'est en région qu'on a 90% de la population et donc 90% des viviers d'emploi. 2 points, et après je m'arrête là. Dans votre rapport, vous mentionnez, et le chiffre est extraordinaire, le poids du secteur des services dans la croissance du PIB. Madagascar a un potentiel extraordinaire pour devenir une économie de services, et notamment dans le tourisme. Mais pour le tourisme, je ne vais pas parler pour les instances qui le connaissent, il faut des routes. Et là, on créera 100 000, 200 000, 300 000 emplois directs de plus, simplement dans des secteurs qui ne demandent qu'à créer des emplois et qui auront des effets d'entraînement extrêmement importants sur le reste de l'économie. Enfin, et je m'arrête là, sur le financement, voilà, on m'a invité en tant que financier, j'ai parlé de tout sauf du financement. Les investisseurs ont un rôle clé à jouer, parce qu'en fait, ce qu'il s'agit de financer ça, c'est la croissance et le risque. Ce n'est pas exactement le métier des banques de financer la croissance et le risque. Les banques, elles sont là pour éviter que l'épargne des épargnants ne disparaisse faute de mauvais choix de gestion. Vous voudriez, vous, que les banques prêtent votre épargne à des projets extraordinairement risqués, au risque de ne plus pouvoir vous donner de billets de banque dans les DAB? Je ne pense pas. Je pense que le financement de la croissance et du risque, c'est à des investisseurs de le faire, des investisseurs individuels, des investisseurs institutionnels. Et là-dessus, il faut un coup de main. Il faut de l'aide parce qu'en fait, il y a tellement de risques, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de difficultés que même les investisseurs de bonne volonté, ils ont besoin d'un coup de main et notamment d'une redirection de l'aide au développement
que cette aide au développement aille de manière plus massive vers ce qu'on appelle aujourd'hui le blended finance, c'est-à-dire que 100 millions de dollars d'aide au développement permettent d'accélérer l'engagement de 200, 300, 400 millions de dollars dans l'économie avec un niveau de risque assumé et des objectifs de croissance et d'impact élevés. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mirakap, pour ces pistes de solutions et de recommandations. On a bien compris qu'il y a quand même des limitations pour les banques pour pouvoir octroyer plus d'accès au financement. Mais quand même, je voudrais insister pour vous demander, Madame Muir, quelles sont les mesures alors ou les solutions que l'on devrait mettre en place selon vous pour que plus d'entreprises accèdent au financement, notamment bancaire, mais surtout plus d'entreprises dirigées par les femmes y accèdent? En tant que femme, déjà, je sais bien, déjà, les femmes ont tendance vraiment la volonté vraiment d'être indépendante et aussi surtout l'envie d'entreprendre et aussi de pouvoir toujours gagner plus. Donc, mais parfois, elles rencontrent des obstacles par rapport à l'articulation de l'équilibre entre la vie quotidienne et le travail, et aussi par rapport à la manque de soutien moral, soutien de l'entourage, des fois aussi par rapport au sexisme, les stéréotypes. Donc, nous, là, à l'AFG Banque Madagascar, nous avons déjà un produit pour le financement pour l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Et pour ça, nous avons déjà signé aussi une convention avec Solidis Madagascar pour l'accompagnement des PME, parce que des fois aussi, le souci, c'est l'absence des garanties auprès des PME. Donc, on a signé cette convention-là pour accompagner les PME, surtout sur le crédit immobilier. Et à part ça aussi, on organise aussi des mini-formations déjà pour les PME, c'est-à-dire vraiment accès à l'orientation des produits, c'est-à-dire orientation des clients, pas plutôt, c'est-à-dire les commerciaux, là, ils descendent déjà sur terrain pour voir déjà quels sont vraiment les besoins de l'entreprise afin de pouvoir vraiment proposer les produits adaptés à ces entreprises PME-là, parce que des fois, ils ne comprennent pas les termes jargon bancaires pour tous les produits. Ils ne savent même pas c'est la longueur du cycle d'exploitation, quels sont les produits adaptés pour l'exploitation. Donc, on fait déjà des formations de bout à bout pour ces PME. C'est-à-dire, on fait aussi des mini-formations pour le montage des états financiers. On fait aussi des formations sur les produits déjà adaptés, sur les coûts liés déjà, sur les besoins en fond de roulement par rapport au délai de rotation de stock, le délai accordé aux fournisseurs, le délai accordé à la clientèle. Donc il y a tout ça pour pouvoir vraiment déterminer quel est le besoin vraiment adapté à ce PME. Je pense que... Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les panélistes d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à mes questions. Cela termine la discussion entre nous, mais je pense que Dia a aussi d'autres programmes qui incluent nos panélistes. À toi, Dia, pour la suite. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci Prisca. Il ne reste plus le moment d'avoir des échanges entre nous, les panélistes, sur les résultats et les recommandations issues du rapport. Je crois dans la salle, on a des hauts représentants du gouvernement, de la Banque mondiale, de la société civile, des présidents de groupements d'entreprises, des chefs d'entreprise, aussi des journalistes. Donc c'est vraiment le moment d'échanger sur ce que les panélistes ont partagé, sur ce qu'on avait présenté tout à l'heure. Donc je pense à son niveau, chacun pourrait répondre. On voudrait prendre une première série de 3 questions. Et permettez-moi de donner en premier le micro au président du groupement des entreprises de Madagascar, Monsieur Francis Rajoun.
Rabarjon, excusez-moi. Ça me dérange. Pour son premier commentaire autour du rapport, mais aussi surtout sur les partages d'expériences des panélistes. Et après, on prendra 2 autres questions. Merci. Merci bien de donner la parole au groupement des entreprises de Madagascar. Et permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements au nom du GEM, mais en mon nom personnel également, à toute l'équipe de la Banque mondiale à Madagascar, à son représentant résident. La Banque mondiale, on le sait, est un partenaire du secteur privé malagasy, également partenaire de Madagascar dans son ensemble. Merci d'avoir permis ces échanges, d'avoir permis cette présentation de notes de conjoncture économique pour 2025, ô combien importante pour tous les acteurs économiques qui évoluent dans le secteur économique et même au-delà à Madagascar. Alors, pour rebondir sur les échanges et discussions durant le panel et durant et dans la présentation, permettez-moi d'exprimer synthétiquement notre point de vue. Et après, je vais poser une question. Évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les éléments. J'ai pris note qui ont été déjà exposés par les différents intervenants, mais je me permets de reprendre certains pour les appuyer et les confirmer. Tout d'abord, le contexte. Oui, la croissance est là, 4-5%, entre 4 et 5%. En revanche, elle est à peine supérieure à la croissance démographique de 3%. Donc, ça a été dit, la croissance du PIB par habitant est limitée, ce qui freine l'amélioration du niveau de vie. Ça a été dit, mais on l'appuie. Pour atteindre l'objectif de 7% de croissance inscrit dans la stratégie de développement du secteur privé qui vient d'être, je dirais, adoptée il y a quelques temps, une amélioration significative de la productivité du secteur privé est indispensable. C'est évident. Il y a également l'environnement économique fragile et fluctuant en termes de contexte. La conjoncture mondiale, on l'a dit, on le sait, on le vit tous les jours, marquée par des tensions géopolitiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, impacte directement le climat des affaires et la capacité des entreprises à se développer. Les incertitudes économiques affectent les plans et les stratégies. Je pense qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de visibilité. Si on parle d'investissement, c'est tellement évident, mais on oublie, ne serait-ce qu'en termes de stabilité, de visibilité, en matière de politique fiscale, c'est évident que c'est une des conditions je dirais, de développement et de l'amélioration de la performance des entreprises. Il y a un point qui n'a pas été, en revanche, évoqué, c'est dans le contexte, c'est l'intégration régionale et la concurrence internationale accrue. Bon, on le sait tous, Madagascar est membre de la SADC, de la COMESA, également récemment de la ZLECAf. Il s'agit d'opportunités pour les entreprises qui opèrent à Madagascar. On prône, le GEM prône actuellement de faire de Madagascar une base de production pour attaquer ces marchés de zones de libre-échange avec je dirais, nos qualités en termes de main-d'œuvre, en termes de qualité de main-d'œuvre et de coût de main-d'œuvre. Pourquoi Madagascar n'attaque pas, je dirais, ne saisit pas l'opportunité de ces zones de libre-échange? On parle plus de menaces, et c'est vrai, il y a une concurrence internationale plus intense et nos entreprises doivent impérativement gagner en productivité pour rivaliser avec leurs homologues internationaux. Voilà en ce qui concerne le contexte. Notre point de vue sur les défis majeurs freinant la productivité, je ne vais pas revenir, mais quand même, il faut appuyer par rapport au déficit en infrastructure. J'arrête là. En revanche, le cadre réglementaire complexe et volatile, oui. Voilà, on a besoin de dégoupiller, pas de dégoupiller parce que sinon ça explose, mais de déverrouiller certains verrous qui complexifient, qui freinent
qui freinent la bonne marche des affaires. Si on est aligné, les partenaires, les parties prenantes, c'est-à-dire l'État, le secteur privé et les partenaires internationaux sont alignés pour accélérer, pour intensifier, je dirais, améliorer la croissance économique du pays, il faut qu'on se pose ensemble pour dire mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'on décide ensemble et qu'on adresse et qu'on élabore une politique concertée. Voilà. Le manque de capital humain, je ne reviens plus non plus là-dessus, l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins qui entraîne un déficit en compétences. On a parlé plutôt des compétences d'un niveau, j'allais dire, élevé et spécifique, mais moi, je me permets de parler de je dirais, des compétences un peu plus opérationnelles dans les usines, dans les entreprises qui sont, comment on appelle ça, qui emploient de la main-d'œuvre, non pas peu qualifiée, mais on parle plutôt de métiers, des opérateurs régleurs dans les usines, des plombiers et des artisans tels ou tels, pas des artisans, mais tous les métiers dont l'économie a besoin. Donc les solutions envisageables, l'amélioration du climat des affaires, on parle de tout ça n'est rien si le climat des affaires n'est pas là, si la gouvernance n'est pas là. On a parlé tout à l'heure de la corruption, on a parlé des soucis des entreprises par rapport à la fiscalité, aux contrôles fiscaux, au traitement des contentieux fiscaux. Ce sont des sujets qui préoccupent quotidiennement les entreprises. Et il faut les traiter. Il faut les traiter. Le GEM est en train de créer un observatoire fiscal et douanier afin de recueillir, de consolider les données en matière de contrôles fiscaux, en termes d'anomalies quelconques, afin de trouver des solutions ensemble avec l'administration fiscale et l'administration douanière. L'idée n'est pas de se confondre, c'est de batailler, mais ensemble de trouver des solutions pour une meilleure gestion des contrôles fiscaux et le traitement des contentieux fiscaux. Alors, investissement massif dans l'infrastructure, ce n'est pas la peine, ça a été dit 10 fois. La sécurisation des emplois existants, en favorisant un cadre fiscal et social incitatif pour les entreprises. Oui, c'est une volonté qui ne relève pas des entreprises. C'est une volonté de notre cher partenaire qui est l'État malagasy. Il faut absolument qu'on se pose, encore une fois, pour dire est-ce qu'on y va ensemble, oui ou non. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut y aller ensemble. Le financement, j'en parle pas parce que le DG de Miracap a dit, la représentante de l'AFG, c'est un problème, mais pas un problème en même temps, parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que le DG de Miracap a signalé, a mentionné. Ce qu'il faut tout simplement, c'est que je dirais que les banques sont des banques. Si ce n'est pas sécurisé, s'il n'y a pas de perspective de rentabilité, ils ne vont pas prêter. Donc, c'est simple, au niveau des projets, il faut accompagner à mon sens, à notre sens, accompagner les porteurs de projets, accompagner en amont. Mais pas, le problème vient au moment de la présentation des dossiers auprès des banquiers, mais il faut travailler, il faut traiter avant. C'est-à-dire la qualité des dossiers. Et les DBM, je crois, peut apporter, les Mirapacks, peut apporter, je dirais, un appui là-dessus. Le développement du capital humain, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la mise en place de mesures incitatives, je me permets d'appuyer là-dessus. On parle d'investissement. Qui dit investissement dit perspective de rentabilité à moyen, voire long terme. Mais si par hasard la politique fiscale est annuelle et pas pluriannuelle et à moyen terme, ça ne colle pas. Ça ne colle pas entre
les besoins des investisseurs et la politique fiscale qui peut être annuelle seulement. Si on raisonne juste par rapport aux recettes annuelles, je dirais, on ne s'en sort pas. Et malheureusement, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Et on va en discuter avec le DBM et pour discuter ensemble avec l'administration fiscale. Alors, ma question. Le diagnostic est fait par tout le monde et c'est le même. Ce qui a été dit dans ce rapport, ce qui a été dit par les panélistes, on les connaît. Les solutions envisageables, on les connaît. C'est énervant de dire qu'il faut développer les infrastructures. Donc, une fois que le diagnostic est fait, pourquoi ça ne marche pas? Voilà ma question. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est la mise en œuvre? Est-ce que c'est la gouvernance? Est-ce que c'est un manque d'ambition? Je pense que je n'arrive pas à comprendre, et nous sommes un certain nombre dans le secteur privé. Pourquoi ça ne marche pas? Merci. Merci infiniment, Monsieur le Président, pour votre commentaire. C'était un peu lent, mais désolé. Justement, si on pourrait, oui, on va prendre 2 autres questions. Quand vous levez la main, est-ce que vous pourrez vous identifier? Et après, on va pouvoir répondre. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez, pour permettre à d'autres gens, à beaucoup d'entre nous, de parler et de poser les commentaires et les questions, est-ce qu'on peut raccourcir notre intervention? Monsieur le DGD et après Madame Ounrader. Bonjour tout le monde, Eric Norbert Amilson, expert en pauvreté, emploi du PNUD. Ah. Micro. Qu'est-ce que je fais du micro alors? Allez-y alors, si le DGD et Madame Ounrader sont d'accord, allez-y. D'accord, ok, merci. Je voudrais faire une remarque. Hein. Il y a des évidences qui ressortent aussi bien des résultats qui ont été présentés que des interventions des panélistes. C'est qu'il nous faut avoir une stratégie pour relancer l'économie et pour accélérer évidemment l'amélioration du niveau de vie de la population malgache. Et ça, dans tout ce que vous avez avancé, c'est qu'il nous faut booster l'exportation, il nous faut privilégier les activités exportatrices. C'est ce qui a été avancé aussi bien dans les présentations faites par la Banque mondiale, même si on n'a pas insisté là-dessus, que ce qu'ont avancé les panélistes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a avancé tout à l'heure, par exemple, que le marché local est très étriqué. On a mentionné aussi dans le résultat de la Banque mondiale que ce sont les entreprises exportatrices qui présentent plus de productivité. Et j'insiste là-dessus, il s'agit probablement de la productivité du travail. Parce qu'au début, lorsque le représentant de la Banque mondiale a fait son discours, il a insisté sur le fait que, sur le lien entre la productivité et l'amélioration du niveau de vie. Et je suppose qu'il a fait allusion à la productivité du travail. Donc là, ce qui est clair, c'est qu'il nous faut insister davantage sur l'exportation. Et c'est ce qui a été avancé d'ailleurs par le représentant du secteur des entreprises tout à l'heure, c'est qu'il nous faut saisir les opportunités qui se présentent à nous. Mais reste à savoir de quel groupement économique, sur quel groupement économique on doit miser, parce qu'il faut aussi maîtriser les standards dans les différents marchés. Merci. S'il vous plaît. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis le directeur général des douanes. Tout d'abord, je tiens à féliciter la Banque mondiale pour ce rapport et puis aux panélistes également pour les discussions, les apports qui étaient très, très instructifs. Je voulais juste apporter une petite précision. Peut-être parfois on a tendance à mélanger les mots ou bien l'aspect en matière de dédouanement. Quand on parle d'exportation,
Dès qu'on va aller au ministère du Commerce ou bien au ministère des Mines pour avoir les PV des constats, les autorisations d'exportation, prendre les conteneurs, amener ça au port, en ce moment-là, dès qu'on enclenche les procédures, on parle de dédouanement, donc ce qui est dans notre perception. Et là, on parle ici de la perception, mais ça m'a interpellé un peu les 19 jours de délai des dédouanements à l'export, parce que dans notre statistique, on est à 1,6 jours, c'est-à-dire entre dépôt des déclarations et puis liquidation des déclarations. C'est ce qu'on appelle délai des dédouanements. C'est le moment où la douane fait le clearance, fait le métier de dédouaner ces marchandises-là. Quoique, ce qui était marqué, je pense que ça a été traduit en délai des dédouanements, mais on parle de toutes les procédures. C'est-à-dire, quand on fait l'exportation, il y a des procédures en amont, et donc il y a le départ du bateau après. Et c'est vrai que même au niveau de la douane aussi, on est aussi très conscient du fait qu'il y a les différents acteurs en amont. Parfois, il y a des procédures qui sont assez lourdes. Par exemple, quand je vais parler des produits miniers, les produits miniers subissent 2 visites. C'est-à-dire que quand on va demander l'autorisation d'exportation, et puis dans l'entrepôt, il y a la visite qui est effectuée par le ministère des Mines. Et donc, il y a le PV de constat, il y a l'autorisation d'exportation, et au niveau de la douane, il y a encore une autre visite après. Donc, je pense que là, il y a certainement des choses à faire, il y a des procédures à améliorer, il y a des dématérialisations à faire aussi, il y a la mutualisation aussi des actions pour ne pas répéter toutes les procédures, mais je voulais juste apporter des précisions par rapport à cela. Certes, l'environnement, comme ça a été évoqué, beaucoup de choses restent à améliorer. Et dans ce sens-là, je parle ici au niveau de la douane, l'export, on a constaté que beaucoup d'efforts ont été faits à l'import. Et maintenant, on s'attaque à l'export, ce qui fait l'objet d'un axe sur notre prochain plan de réforme. Mais juste pour vous rassurer par rapport à cela, merci beaucoup, merci pour votre écoute. Nous sommes quelques organisations à penser que par rapport à ce que M. Rabardone a soulevé, l'impunité constitue un point essentiel. L'impunité parce qu'aujourd'hui, si un investisseur met de l'argent, est-ce qu'il est sûr de pouvoir garder ses fonds? Si un entrepreneur grandit, est-ce qu'il est sûr de garder son entreprise et de pouvoir défendre ses droits au niveau de la justice? Aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que le secteur privé pense s'attaquer ou est capable de s'attaquer à cette thématique? Et est-ce que l'État, avec nous avons la chance d'avoir monsieur le SG du MEF qui est là. Est-ce que l'État est prêt à mettre les fonds nécessaires dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption, puisque l'impunité, justement, la lutte contre l'impunité est un des piliers de cette stratégie. Et j'aimerais aussi poser une deuxième question par rapport donc à la transparence et la redevabilité. Là aussi, il a été souligné qu'il était essentiel d'avoir une visibilité sur l'action du secteur public. Aujourd'hui, par exemple, avec la GIRAMA, après plus de 6 mois avec un nouveau DG, où en sommes-nous par rapport au plan de redressement? On a besoin de cette visibilité pour savoir où on va, que l'on soit citoyen ou secteur privé. Et si on veut que le secteur public ait plus d'argent, qu'on collecte plus d'impôts, on a besoin de cette visibilité. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'on pourra répondre à ces 4 questions et commentaires? Je me retourne vers la salle au milieu. Ou vous voulez qu'on va prendre encore quelques questions? Est-ce que... Merci beaucoup. Je pense que, cher Francis, merci pour tes commentaires, tes rajouts et ta question. Je pense que je te tutoie, tu as la réponse, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Quelqu'un nous a dit, vous avez dit, ou tu as dit qu'on a déjà fait les diagnostics. On a toujours les programmes, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il y a un écart entre savoir ce qu'il faut faire et le faire. Et je pense que, et le faire avec l'urgence, parce que le développement, c'est de l'urgence. Et si on s'y met tous ensemble, ce n'est pas seulement le secteur public, c'est le secteur privé et c'est aussi le secteur parapublic.
Des fois, il y a des freins. Quand vous grattez, vous touchez, vous allez au fond, ce n'est pas le secteur public qui freine, c'est du secteur privé qui trouve les moyens de freiner, n'est-ce pas? Des fois, c'est le secteur public. Des fois, il n'y a pas les incitations pour aller vite. Donc, comment, sur ce que nos collègues ont présenté, on peut regarder les questions clés et avoir un compact ensemble national de mise en œuvre? Ça peut ne pas être 10 questions. Ça peut être juste 4, 5 questions où on a un compact, où tout le monde s'y met, secteur public, secteur privé, avec l'appui des partenaires, et on se dit, on le fait en lui donnant une urgence. Donc ça, je pense que ce n'est pas le diagnostic qui est le plus important, mais c'est bon de rappeler encore et encore les contraintes que nous avons. Des fois, il y a des contraintes qui sont levées, il faut les saluer, mais il y a des contraintes qui sont dures actuellement à lever, il faut s'y mettre. Je pense que ça, c'est critique et important. Et ça rejoint aussi la question de Madame. On a des plans, on planifie, on pense à des choses qui sont importantes, mais entre le planifier, le mettre en projet et exécuter les projets. Donc, les projets, ce n'est pas seulement les investissements, ça peut être les réformes, ça peut être les idées que nous avons. Et je suis sûr qu'au niveau de Economic Development Board aussi, c'est la même chose, ils font les mêmes constats. Comment passer à l'action et à la mise en œuvre et de manière vraiment résolue. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question qui m'a été adressée personnellement, et donc c'était par rapport à la disposition à financer la lutte contre la corruption. Je pense que la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption a été présentée, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais récemment. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a été présent, et c'est d'ailleurs, il s'est engagé à emprunter cette voie, de soutenir cette nouvelle stratégie. Et donc, je pense que c'est une disposition, disons, à mener cette lutte contre la corruption. Voilà. Donc, merci beaucoup pour les questions et aussi les commentaires. Donc, étant l'équipe macro, on aimerait bien faire une petite réponse aux remarques de Monsieur DG Douane. Donc, merci beaucoup pour votre clarification. En fait, effectivement, on est d'accord qu'en fait, il y a plein d'améliorations côté douane qu'on a tous vu dans les dernières années. Et en fait, si je peux évoquer, en fait, je pense qu'on le FMI vient de finir un diagnostic sur l'administration douane avec les remarques très très positives. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelques informations dans notre rapport qui viennent d'une enquête en 2022. Donc, effectivement, si vous voulez, on peut faire un suivi sur côté douane, juste pour montrer l'amélioration, et peut-être on peut quand même continuer la discussion de voir comment on peut même plus améliorer la performance. Côté exportation, on sait tous que en fait, les douanes est très important, pas seulement pour l'exportation, pour aider les secteurs privés, mais aussi côté de l'importation pour la mobilisation des recettes fiscales. Donc en fait, on est très ravis de continuer à travailler avec vous et sur les dialogues dans notre projet et aussi dans notre appui budgétaire. Merci beaucoup. D'accord.
On va prendre la deuxième série. Donc, je vois Brice et après, président de la Chambre de commerce. Et une troisième main. D'accord, la présidente de la Jeune Chambre. Ok. Je suis Brice Legendre, le président de l'ONG Tutsu, qui travaille sur la gouvernance, la démocratie, la lutte contre la corruption. Justement, à propos de lutte contre la corruption, la stratégie nationale a été présentée le 31 janvier. Nous sommes le 25 février et toujours en attente de la création du comité de mise en œuvre qui est prévu dans la stratégie. Ça ne demande aucun budget, il suffit d'un décret. Petite question, quand est-ce qu'on va créer ce comité de mise en œuvre? Merci. Oui, bonjour tout le monde. Merci Dia de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, comme mes collègues, je voudrais vous féliciter sur le travail qui a été effectué. J'avoue que je n'ai pas encore pu lire la note de conjoncture économique de Madagascar, mais les notes de conjoncture de la Banque mondiale, on attend toujours avec impatience et pour pouvoir le décortiquer et s'inspirer des analyses. Donc merci pour ce travail. Je ne vais pas être très long. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez identifié des moteurs de croissance. J'ai bien retenu le transport, le tourisme et les services. J'ai bien retenu aussi que nous avons une croissance encore relativement faible, en tout cas instable. Donc j'aimerais savoir s'il ne serait pas pertinent d'avoir plutôt comme on n'a pas les moyens de notre développement, ne serait pas pertinent de cristalliser sur ces moteurs de croissance justement pour construire notre développement, surtout les exportations, puisque un secteur comme le tourisme peut très bien porter en fait tout un ensemble de secteurs d'exportation qui sont forts, je dis, que ce soit en agro-industrie, que ce soit en services numériques, voilà. Avant vous, c'est... Oh, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Lilia Rajafilman, je suis la présidente d'un groupement qui s'appelle JPM. Le JPM qui regroupe des PME et des TPE. Donc forcément, je rebondis sur la question du financement éternel des PME, et notamment celle des banques, où effectivement, il y aura toujours la question de la formalisation des états-filles, des plans de trésorerie, des plans prévisionnels. Et je pense que la raison pour laquelle ça n'a pas été... C'est toujours un grand problème qui n'est pas résolu, c'est parce que le problème n'est pas bien formulé. Je ne pense pas que ce soit les entrepreneurs qu'il faut former à faire des états-filles ou à être des RAF. En fait, il faut appuyer les institutions qui sont déjà dans la formation des RAF, il faut appuyer les CGA, il faut appuyer tous ceux qui font en sorte de former une élite financière pour appuyer après les entrepreneurs. Et au fait, il faut juste apprendre aux entrepreneurs à comprendre les chiffres, pas à faire les chiffres. Et je pense que la question de la formalisation aussi est bloquée par ça, parce qu'on aura beau formaliser 100 000, 200 000, 300 000 entrepreneurs, mais s'ils ne sont pas accompagnés avec des personnes qui savent mettre leurs chiffres sur des papiers pour pouvoir parler à des banques, à des investisseurs ou à des personnes vers qui lever des fonds, ça ne servira toujours à rien. Donc c'est pas une phrase que je vous... c'est pas un procès que je vous fais, mais je pense que c'est une discussion, je pense qu'il faut avoir, qui concerne tout le monde qui est ici et pas juste les banques. Voilà. J'aimerais Yadjatine Ratul-Janar, économiste en chef d'une banque locale. J'aimerais m'adresser aux gens de la Banque mondiale, en fait, à mes confrères économistes, sur les chiffres de la croissance économique à 4,5%. Quand on sait que les exportations sur certains produits stratégiques se sont effondrées de 20%, quand on sait qu'un core inflation, avec un core inflation de quasiment 19%, et quand on sait que les investissements publics ont été quasiment gelés sur 2024. Comment on peut maintenir cette allure de croissance à moins de, je ne sais pas comment, en tout cas je ne suis pas dans le secret des dieux, comment les indicateurs ont été confectionnés, mais si on raisonne sur une équation de monde global, en fait, j'ai quand même l'impression que c'est un peu compliqué, mais bon, c'est juste une remarque un peu superficielle. Mais sinon, peut-être le cœur de ma question, c'est dans un contexte géopolitique troublant, on sait donc que l'USAID a été fermé,
puis après, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de remise en cause également des opérations de la Banque mondiale à Madagascar? À moyen terme, peut-être? Non, c'est juste une question. Pendant qu'on se prépare à répondre à ces questions, des réponses, est-ce que des questions, des commentaires dans la salle, parce qu'on déborde déjà de notre agenda, donc je voulais juste m'assurer. D'accord, allez-y, madame. Bonjour à tous. Tina Ranev de M6 Tator, membre de Mouvement Rouille. Merci beaucoup à la Banque mondiale d'avoir fait cette note. C'est très instructif. Mais j'aurais juste quelques questions. Je vois que la ligne est en rouge, hein, parce que là, c'est plus de 50% d'augmentation de la pauvreté. Comme on est vraiment au-dessous du seuil de tout ce qui est... faiblesse, donc de tout ce qui est assiette fiscale et tout ça, avec le Jirama qui est budgétivore, qui bouffe tous les recettes publiques. Donc, c'est vraiment, les indicateurs sont tous en rouge. Donc, j'aurais une question. Quelles sont vraiment les politiques de redressement de l'État à chaque secteur? Peut-être qu'il y a quelques représentants étatiques ici, mais vraiment, tout est en rouge d'après ces chiffres-là. Et quels sont les alignements qui seront effectués vraiment de ces données-là par rapport à la politique générale de l'État qui nécessite vraiment donc je dirais, une sorte de déclinaison de feuille de route de cette note-là pour que ça ne reste pas un document qu'on a effectué et que ça reste dans des oubliettes, mais il faut vraiment utiliser ces données qui sont vraiment concrètes et issues d'un travail scientifique bien fourni. Merci. Il n'y a plus de questions ni de commentaires venant de la salle. D'accord. Je me tourne vers la table au milieu. Il y a eu des questions sur la corruption qui s'est adressée au gouvernement, des questions qui se sont adressées à la Banque mondiale par rapport au financement aux banques. Donc, est-ce qu'on pourrait répondre, s'il vous plaît? Le micro vient. Ouais. Ok, je vais prendre deux questions ou deux commentaires. Je pense qu'il y a une question qui concernait sur les opérations de la Banque mondiale. Je pense que c'est bien ça. Suite au retrait de l'USAID, je pense qu'il faut le mettre dans un contexte beaucoup plus global. Hein. Ça dépasse un peu seulement le retrait de l'USAID. Ça demande, ça appelle le financement au développement. L'USAID, pour le moment, c'est un délai de 90 jours. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura reprise ou non, donc je ne veux pas m'aventurer sur cette question. Mais vous voyez qu'il y a un grand débat au niveau des autres partenaires bilatéraux qui doivent financer les différents pays sur comment augmenter d'autres dépenses de sécurité, etc. Donc c'est revenu en priorité dans beaucoup de pays. Donc, il est important, et ça va donner un gap de besoin de financement parce qu'ils ne pourront sûrement plus faire l'effort qu'ils faisaient en termes de volume au préalable. Donc ça va demander quand même un effort supplémentaire des gouvernements de mieux utiliser les ressources déjà disponibles, d'être plus efficaces, d'être plus efficients. Et nous aussi, on ne pourra pas couvrir tout le gap qu'il y a. C'est vrai qu'il y a des efforts qui peuvent être faits, mais il va être difficile pour la Banque mondiale de couvrir les gaps des ressources qui ne sont plus disponibles au niveau des différents pays. Mais comme d'habitude, nous allons continuer à faire des efforts, à supporter les gouvernements dans les secteurs prioritaires identifiés pour permettre de financer le développement. Mais je pense qu'on a beaucoup d'incertitudes à l'horizon. Et on a besoin d'attendre les prochains mois pour voir exactement ce qui va se passer sur la scène internationale. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut faire une météo de ce qui se passera. Je ne pense pas, n'est-ce pas?
Donc on va juste attendre et peut-être dans les prochains mois, nous dirons comment la situation va se stabiliser. Dans tous les cas, on est en train de vivre un changement qu'il faut continuer à surveiller et à s'ajuster en conséquence. Il y a une question qui concernait, je pense le secrétaire général pourrait répondre, mais il est nécessaire, il y a beaucoup de questions qui transcendent, qui dépassent les personnes du secteur public qui sont là. Et je pense qu'il est important qu'il y ait une plateforme de discussion, secteur public, secteur privé, pour aller en profondeur sur quelques thématiques qui ont été abordées, notamment par le secteur privé, n'est-ce pas? Et ça rejoint beaucoup d'autres questions qui ont été... Et aussi la société civile. Donc, c'était quelques commentaires, je m'aventurais par rapport à ces questions-là. Merci. Je ne peux qu'abonder dans le sens de monsieur le représentant résident. Hein. La question était pourquoi le comité de mise en œuvre de la stratégie nationale n'est toujours pas mis en place. Je ne sais pas si je suis habilité à répondre à la question, mais bonne note est prise et que nous transmettrons à qui de droit. Je viens juste enfin pas juste, mais j'ai toutefois noté que le Conseil de ministres a acté la fin de mandat de la présidente du comité de sauvegarde de l'intégrité, qui n'a pas encore connu de successeur. Ça peut peut-être expliquer certaines choses. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui. Merci beaucoup pour vos commentaires sur le rapport. C'est pour répondre par rapport à la décomposition sectorielle de la croissance. Effectivement, le rapport a identifié quels étaient les secteurs qui étaient les main drivers de croissance en 2024. Et en plus de tourisme qui a un fort potentiel, on a aussi identifié par exemple le secteur agro-industrie et textile qui ont également le même potentiel que tourisme. Ça, même potentiel en termes de création d'emplois, en termes d'exportation. Donc, on est tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut pousser le tourisme avec toutes les activités connexes qui est autour. Mais comme indiqué précédemment par l'un des intervenants, on a besoin de plus d'entreprises qui créent plus d'emplois. Donc, je pense que c'est important d'explorer toutes les potentialités existantes. Merci. Donc, peut-être je vais ajouter quelque chose avant de passer dans notre patron pour faire un peu de remarque finale. Vous avez tout à fait raison de demander, avec l'environnement global assez, pas très, qui change tout le temps, comment Madagascar peut faire face. Je pense que, comme on a montré dans notre diapo, en fait, on peut voir que, en fait, si la dépense sur la santé, éducation, etc., ne peut pas être financée par les finances externes. On doit vraiment faire plus attention de notre mobilisation des recettes fiscales pour qu'on puisse financer avec les ressources intérieures. Et ça, c'est la tendance qu'on a encouragée pendant les décennies. En fait, les projets de la Banque mondiale, c'est pas juste continuer à financer tout le temps, c'est pour développer une capacité pour le pays de développer leur propre stratégie. On est juste ici pour assister votre projet. Donc, vous avez dit qu'on parle toujours les mêmes problèmes et en fait, on a toujours les mêmes recettes
pour faire face aux problèmes, pour vraiment augmenter notre niveau de résilience. D'un autre côté, comme je suis l'équipe macro, on a toujours deux côtés. Le premier côté, recette fiscale. Comment on peut vraiment consolider notre recette fiscale et bien utiliser chaque arrière. Là, c'est la façon pour le pays de vraiment accroître la croissance. Et de l'autre côté, sur exportation, avec un marché global qui change tout le temps, en fait, la diversification de notre économie, c'est, on dit the way out. Donc voilà, et finalement, on voulait dire que vous avez dit qu'en fait, il y a tout rouge dans notre diapo, mais en fait, notre message est un peu plus nuancé et balancé. En fait, on dit toujours le Rome n'est pas construit dans un jour. Tana aussi, en fait, on est ici pour une raison. Et en fait, dans les dernières 3 années ou quelque chose, on a déjà vu une amélioration dans plusieurs indicateurs macro. La question, c'est juste comment on peut soutenir ce progrès, comment on peut assister le pays pour avoir ce progrès et aussi même accélérer ce processus. Ça, c'est la question que je pense que tout le monde ici, dans cette salle, est responsable de trouver une solution. Merci. Merci beaucoup. I hope my friend interpreter can help me to do a sequential translation, because I know not many people have their machines. I would like to thank all of you again for joining the meeting today. It has been for us a true honor to be able to present this economic update and to have such a lively discussion with all of you. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé à cet événement pour la présentation de la note de conjoncture économique de Madagascar. Merci pour votre active participation et pour vos idées et contributions. All of your comments and suggestions basically highlight how much you care about the economy of Madagascar and how that could actually translate into the prosperity of all Malagasy. Tous les commentaires et toutes vos recommandations montrent combien vous tenez à l'économie de Madagascar, combien vous voulez contribuer au développement de ce pays. Some of the challenges are not going to be easy to solve, and some of the policy options will take time to implement, but if everyone in this room can actually agree on what needs to be done and how they can actually advance it over the next few days, then we can start turning the situation around. Certains défis seront faciles à relever, certaines idées prendront du temps à se matérialiser, mais tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, si on peut compiler ça et traduire cela en action de développement, on pourra renverser cette tendance. As we discussed during the presentation, the global outlook is likely to get much worse than it is now. And as a result, Madagascar will need to take bold actions to turn the situation around. Comme on a dit pendant la présentation, le contexte mondial, le contexte géopolitique est en train d'empirer et Madagascar doit prendre des actions drastiques pour pouvoir y faire face. I remember my first meeting to discuss the situation in Madagascar, and we spent 2 hours talking about our good old Jirama. Pendant ma première réunion sur Madagascar, nous avons passé 2 heures pour parler de l'éternel problème de Jirama. Today we're still talking about Jirama, and even if things have improved, there's still a long way to go. Aujourd'hui, on a encore parlé de la Jirama et malgré certaines améliorations, on a encore beaucoup de chemin à faire. I hope that the next time that we get together to discuss one of your reports or one of our reports, we can actually highlight progress that it starts with discussions today. J'espère que dans nos prochaines discussions, quand on discutera de vos rapports ou de nos autres rapports, on aura des notes plus positives.
I would like to highlight once again the point about the World Bank program and whether more funding could be collected to support development objectives in the country. J'aimerais aussi parler des actions de la Banque mondiale et répondre aux soucis si on peut mobiliser des additionnelles ressources. I hope that from the discussion today, the message that we take is that the situation is likely to be worse, so what can we do in order to mobilize the resources internally here? J'espère qu'après notre discussion d'aujourd'hui, comme la situation mondiale est en train d'empirer, j'espère que vous avez déjà des idées pour mobiliser des ressources, plus de ressources internes. Today for us marks the start of a conversation on these issues, and we hope that we can continue, and you can also help us to translate some of these messages to everyone that you know, so that collectively we can change things. Notre discussion d'aujourd'hui est un point de départ pour voir comment on peut vous aider à mobiliser ces ressources internes. C'est un point de départ pour voir comment on pourrait mieux travailler ensemble à l'avenir. We may not always agree on every point, but I think that everyone here cares deeply about the development of Madagascar, and I think that is something that we have in common and we can take forward. Bien sûr, nous ne serons pas d'accord sur tous les points, mais au moins nous sommes d'accord sur un point. Nous chérissons et nous tenons à cœur le développement économique de Madagascar, et c'est déjà un très bon point de départ pour nos discussions. Thank you once again. We really appreciate you being here. Merci beaucoup. Merci encore pour votre contribution et votre participation. Et c'est sur ces mots de Marco que nous allons terminer notre session. Nous avons débordé de 30 minutes. Merci beaucoup de votre indulgence. Merci d'être restés. Nous pourrons toujours continuer nos échanges et nos discussions dehors au cocktail auquel nous vous invitons. Pour les médias et les journalistes, je sais que vous avez beaucoup de questions et des demandes d'interview. Est-ce que vous pouvez rester? On va préparer une petite séance pour vous ici. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Oh yeah,